Il y avait des missions qu'on devait faire à l'instant T, les refus d'obtempérer, les mecs qui se barraient, faire des trucs de débiles. Tu es dans un cadre légal, tu peux aller interpeller les mecs, mais la politique nous disait non, tu laisses passer. On l'a viré parce qu'il était mauvais, il est rentré sur la base, il a raconté que je torturais les stagiaires, tu vois, avec le couteau électrique. Les cadres qui étaient censés me protéger un peu, me mettre la foudre plein fer, parler de me virer de l'armée, des poursuites pénales. Donc je suis allé voir moi les 40 mecs, là, les 40 stagiaires que j'avais, je fais les gars, faites un compte rendu. Et là où j'ai pris la foudre, j'ai rien compris, tu vois. Je savais pas ce qui se passait, donc ils m'ont enlevé des cours, j'étais interdit d'instruire, ils m'ont mis en perme forcé. En fait, tu devais faire des trucs que tu avais le droit de faire, mais en off, parce que la politique voulait pas, parce qu'il se passait un truc, c'était pas bon, machin, tu vois. Et comme ça, il y en avait plein. Et au bout d'un moment, je fais, c'est bon les gars, ça me gaffe, tu vois. Je vais me tirer une balle, je vais me tirer dessus, je vais me garer, je vais me barrer, je peux plus, tu vois. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Paroles de guerrier. Je suis aujourd'hui avec un spécialiste des chiens, maître chien cynophile, avec un parcours assez vaste qu'on va pouvoir découvrir dans cette vidéo. Bienvenue Daniel, est-ce que tu es prêt pour cette vidéo, pour ce podcast? Maintenant que je suis là, ouais. Génial. Donc Daniel, tu as été policier, derrière tu t'es engagé dans l'armée. En parallèle, tu as aussi eu une carrière en tant que combattant de MMA professionnel et tu as eu un parcours dans l'armée de l'air en tant que maître chien parachutiste, puis instructeur. Est-ce que tu es prêt à nous partager un petit peu ton parcours, tout ce que tu as pu faire? Ouais. Super. On va te raconter tout ça. Trop bien. Donc tu t'engages dans l'armée en 2018, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe au début et quel est ton parcours? Ben bien, mais je suis un peu vieux. Quand je m'engage, j'étais à la limite d'âge. Je crois à l'époque, la limite d'âge, c'était d'abord c'était 25, je crois un truc comme ça. Après ils l'ont prolongé à 30. Ouais. Je suis engagé à 29-30. Donc j'ai déjà commencé à être vieux par rapport aux petits jeunes qui rentraient. Donc il a fallu se mettre dedans pour arriver au niveau des mecs, surtout au niveau physique. Après le reste, ça suit généralement mieux que les jeunes pour le coup, quand t'es un peu vieux. Mais après, plutôt mettre le physique. Et après, une fois que t'es motivé, ça déroule. Et j'ai pu attaquer quoi. Ouais, trop bien. Et comment t'as choisi l'armée de l'air? Qu'est-ce qui t'a attiré dedans? Voilà, les spécialités qui étaient intéressantes, quoi. Les spécialités commando de l'air qui étaient vachement intéressantes, les CPA, les missions. Le côté avion que j'aimais bien, tu vois, le parti base, tout ça que j'aimais bien. Et le côté un peu moins bourru que l'armée de terre, tu vois. Okay. Plus réfléchi, tu vois. Qui avait l'air, en tout cas, peut-être que je me trompe, hein, mais qui est, au final, je suis pas convaincu que je me trompe, tu vois. Un peu plus intellectuel pour le coup, mais efféminisé. Ça, les mecs sont contents. Mais non, ouais. Trop bien. Et donc, ce qui t'a attiré, c'était CPA 10 et cette unité-là en particulier plutôt ou Ouais, c'est ça. J'étais rentré, c'était dans ma tête CPA 10. Donc, ok. Voilà. Et donc, tu rentres, tu fais tes classes, comment ça se passe? C'est quoi le déroulé que tu as eu à peu près? Attends, je peux pas postuler directement pour le CPA 10. Donc il y avait des façons de faire pour rentrer en direct, aller en CPA. Ça s'appelait les AB à l'époque. Maintenant les choses ont peut-être changé depuis le temps. Ça s'appelait comme ça. Moi je suis rentré et j'ai postulé pour intégrer un escadron de protection. Donc c'est la même spécialité. En fait l'armée de l'air c'est classé en plein de spécialités différentes. Et là-dedans il y a un cursus et il y a plein de voies possibles, plein de métiers possibles, d'unités possibles en fonction de la spécialisation que tu choisis. Donc moi j'ai choisi la spécialité commando de l'air. Donc je suis rentré en escadron de protection. Escadron de protection pour vocation la protection des bases aériennes en France ou à l'étranger, ou des empreintes de l'armée de l'air, les emprises de l'armée de l'air. Donc je suis rentré là-dedans, j'étais à Nancy, je fais quelques années là-bas, 2-3 ans. Je fais ces 2-3 stages là-bas, avec juste comme objectif en tête CPA. Tu vois, préparation des sélections, préparation physique, augmentation de compétences et de connaissances militaires pour que quand j'y arrive, ça file tout droit et ça aille bien. Donc surtout ça. Donc j'ai passé une bonne partie sur la protection de la base 133 à Nancy en préparant pour les sélections. C'était quoi tes missions, ton quotidien en tant que du coup escadron de protection? C'est des patrouilles. Voilà, je faisais des gardes de 24 heures, on avait plusieurs sections, ça se chevauchait, et tes missions, c'était patrouiller, faire des interventions, voilà. La sécurisation de la base, sécuriser l'entrée-sortie base. Donc quand les personnels prennent le boulot le matin, quand ils partent le soir, tu sécurisais leur accès, leur sortie, tu patrouillais. Voilà, c'est la sécurisation du personnel et du matériel de l'armée de l'air. Ok, donc tout le temps que ça? Que ça, entièrement okay. Que ça. Et après, des missions à l'étranger possibles en faisant ça? Ouais, c'est ça. Ok, mais toi t'en as pas fait, c'est ça? Ouais, j'en ai pas fait au niveau des escadrons de protection. Après, tu peux, en fait, il y a des bases aériennes projetées, et donc tu vas là-bas et tu sécurises les bases aériennes là-bas. Donc tu fais la même mission que tu fais en métropole, mais tu le fais à l'étranger. Ok, ça te plaisait? Ouais, c'était pas mal. C'était pas assez dynamique pour moi, tu vois, les plus pour ça après les CPA. Mais non, c'est un métier qui est cool, l'ambiance est cool, c'était des bonnes années. Franchement, c'était des bonnes années. Comme tu vis H24 avec les mecs, forcément, il y a des liens qui se créent, tu vois, sur les bonnes ambiances, des petites bouffes qui se faisaient. Donc c'était vraiment des bonnes années, je trouve c'est vraiment agréable, bonne ambiance, tout le temps des activités cohésion qu'on faisait ensemble, des exercices, des petites missions à par-ci par-là qu'on allait faire ensemble. C'était tout le temps intéressant, ou des crash avions, moins intéressants pour le coup. Donc quand des pilotes se crashaient, aller sécuriser les restes de l'avion ou les restes des pilotes,
C'est une mission moins marrante, mais voilà, c'est une mission aussi qui pouvait arriver en étant en France, en escadron de protection. Ok, incroyable ça, crash avion. Donc Ouais. là, par exemple, en Iran, ce qui s'est passé, le crash d'un avion, enfin, c'est le territoire iranien, mais imaginons que ça arrive sur un territoire allié. Là, c'est un escadron de protection qui serait parti pour sécuriser un avion s'il avait été français. Ça aurait été un CPA dans un premier temps. Ok. Déjà pour récupérer le pilote, et après pour la sécurisation, à voir. Ok. Intéressant en tout cas. Et le rythme de vie dans cette unité-là, c'était quoi? T'avais un jour de garde du coup de 24 heures et après t'avais un jour de récup? C'est grossièrement ça. 24 heures de garde, 24 heures de récup. Ça chevauchait. Après il y a plusieurs roulements, plusieurs façons de faire. Mais de mon souvenir, en gros, ça faisait 2 semaines de garde, donc un jour on, un jour off. Et après t'avais une semaine de récup. T'étais à la maison, tu reprenais un jour on, un jour off, une semaine d'instruction et après ça tournait en rond comme ça. D'accord. Donc tu avais quand même pas mal de temps libre. Tu tenais beaucoup de temps à l'armée, tu étais beaucoup absent. Par contre, ils te le rendaient, tu avais du temps libre quand même, tu pouvais faire tes activités, faire ce que tu avais à faire. Je trouve que c'était équilibré en tout cas. Ok, trop bien. Donc tu avais une semaine, quand tu dis une semaine off à la maison, c'est vraiment t'es off. T'es d'astreinte, si jamais il y a quelque chose qui se passe, t'es rappelable. De toute façon, peu importe dans quelle unité. Tout militaire, de toute façon. C'est ça. Mais après, voilà, t'étais à la maison et tu étais peinard. En général, ils se démerdaient pour que le dernier jour de garde, ça finisse un jeudi ou un vendredi, comme ça tu avais ton week-end, tu tapais ensuite ta semaine et tu revenais après. Ok. Donc t'avais quand même bien moyen de te reconditionner après avoir encaissé pendant 15 jours. Ouais, et même sur les 15 jours, quand il y avait trop d'effectifs, ils mettaient des mecs en astreinte. Tu rentrais chez toi, tu prenais pas la garde, et du coup tu avais 3 jours au milieu où tu étais chez toi. Ok. Je trouve qu'en confort de vie, tu vois, tu donnais un boulot, c'était pénible, quand même 24 heures, tes nuits F1 elles sont fracturées parce que tu te lèves, tu vas patrouiller, t'as des inters, t'as plein de trucs à faire, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse 40 degrés, t'es dehors, et équipé, porte-plaque, machin. Donc tu prends quand même, mais en contrepartie, l'armée te le rend, tu vois, l'unité te le rend, et t'as des phases où tu peux te détendre, reposer, penser à autre chose, avoir une vie à côté. Parce que je sais que certains collègues à l'armée de terre, c'est pas ça, tu vois, il y a beaucoup de missions, peu de moyens, c'est con, mais c'est comme ça. Sur les parties Vigipirate où ils encaissent fort là-dessus. Nous, l'avantage, l'armée de l'air, on pouvait encaisser. D'ailleurs, on faisait pas la mission Sentinelle, on la faisait pas. Ok. Et du coup, au niveau des nuits, comment ça se passe? T'as des patrouilles ou t'as des nuits complètes à surveiller à un poste, sur un poste de garde où ça tourne? Comment ça s'organise? Ça peut arriver après, ça dépend les bases, ça dépend le fonctionnement des bases, ça dépend des bases nucléaires ou les bases classiques, ça dépend réellement les bases. En tout cas, mon expérience sur ma base, il y avait deux éléments d'inter, deux groupes, deux équipages constitués, et les horaires chevauchaient. Il y avait une patrouille qui partait à 2 heures, l'autre dormait. Quand celle qui dormait se réveillait, partait en patrouille, l'autre rentrait, dormait, et il y avait continuellement quelqu'un sur le terrain en train de patrouiller et de sécuriser, mais ça chevauchait, et les mecs, entre dos, ils se reposaient. Par contre, t'es fracturé, quoi. Ouais. T'es le matin, ta nuit chevauchée comme ça, t'es foutu, quoi. Après, tu rentres, t'as 24 heures à la maison, tu peux te récupérer, tu peux te reconditionner, hein. Mais ouais, les nuits, tu vieillis plus vite que... Quand je suis arrivé là-bas, j'étais choqué. Un vieux caporal-chef, je lui donnais 40 ans, le bordel, 45 ans, poncé, quoi. Il avait mon âge, j'avais 30 ans, quoi. Ah ouais. Rincé par les nuits, quoi. Après, de toute façon, que sur l'armée, n'importe quel boulot, tu bosses de nuit, tu vieillis avant l'âge, quoi. Bah, bosser de nuit, et si c'est bien géré, encore ça peut aller, mais avec des nuits entrecoupées comme ça, c'est terrible. Ouais, c'est ça, fracturé comme ça. Et à ce moment-là, t'étais aviateur? Ouais, c'est ça. Ok. Derrière, tu fais 3 ans dans cet escadron de protection, puis tu passes les tests CPA-30 et t'intègres le CPA-30. C'est ça, ouais. Donc je passe les sélections. Et après, c'est en fonction des résultats aux sélections. À l'époque, maintenant je sais plus comment ça marche aujourd'hui, ça a dû évoluer depuis le temps. En tout cas, de mon époque, tu passais des sélections, tu pouvais pas demander le CPA-10, c'est CPA-30 ou c'était CPA-20. Chacun, ils avaient leur mission bien définie, ils faisaient leur truc. Donc j'ai passé les sélections, et à l'issue, on passe un oral, et là, on discute aussi, on demande, ok, tu vas aller où, CPA-20, CPA-30, qu'est-ce qui t'intéresse? Et voilà, moi j'ai demandé le CPA-30. Donc après, tu patientes longtemps, beaucoup, des résultats, t'es dans l'incertitude, c'est pareil partout ça, comme quand tu passes un concours en fonction publique, t'attends 15 ans, là, tu stresses, puis bim, ça tombe, ok, feu, c'est accepté, quoi. Par contre, après, t'as des stages à faire, un stage à faire, à valider, pour pouvoir être muté officiellement. Donc t'es toujours dépendant de ton unité, tu vas faire le stage, et si tu réussis le stage, initial, le premier stage, là, t'es muté, tu dégages au CPA, en attendant encore des stages de confirmation pour pouvoir intégrer une unité opérationnelle. Les tests que tu as passés pour rentrer au CPA-30, c'était quoi? Là, pour réussir les sélections CPA, après c'est des basiques, c'est pompes, traction, abdos, je crois qu'il y a eu les épreuves TAP, donc le 8 km avec le sac de 11, du classique, en sport. Donc sur une journée? Ouais, c'est ça. Mais c'était sur une semaine. Ah, sur une semaine. Ouais, c'était une semaine, mais
plein d'épreuves différentes. Hein. Ok. C'est des trucs un peu plus techniques. Il y a eu aussi les entretiens. Après, tu sais comment c'est quand il y a plein de candidats. Il n'y a pas énormément de gens qui examinent. Tu attends beaucoup, tu attends passer ton tour. Donc il y a quand même beaucoup de temps où tu fais rien, où tu attends de pouvoir faire ce que tu as à faire. Mais ouais, ça avait duré une semaine à l'époque. Ouais. Ok, trop bien. Derrière, tu réussis à rentrer au CPA 30, tu pars sur les stages. Alors les stages qui sont assez réputés, assez connus dans les armées, même dans l'armée de terre, hein, avec Maki, Beluga, ces stages-là. Donc Beluga, c'est CPA 10, si je dis pas de bêtises. Là, tu passes quel stage et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Donc juste pour resituer, comme ça tout le monde est au courant, donc parce que je pense qu'il y a beaucoup d'armées de terre qui te regardent, beaucoup de terriens, et les autres armées ont un cursus un peu différent. Donc pour le cursus là, tu rentres, donc ta formation générale initiale que tout le monde fait partout. Ensuite, tu as ta formation de spécialisation, donc les mécanos vont faire le truc des mécanos, les secrétaires le truc des secrétaires, nous on fait notre truc à nous, ça s'appelle le maquis, c'était 5 semaines, d'instruction, combat, du combat TT, du truc pur basique, et ensuite, là tu arrives à l'escadron de protection. Là, à partir du moment où tu veux partir en CPA, là, t'enchaînes le reste. Comme je dis maintenant, c'est ce que moi j'avais à l'époque. Aujourd'hui, ça a encore évolué, je le sais. Les mecs, ils ont d'autres stages, c'est un autre cursus. Mais là, on commençait par le Matou. Premier stage qui donne accès au CPA. Matou, le nom de mon chien, tu vois. Hasard. Voilà. Donc, premier stage, je ne sais plus combien de temps il avait duré, 2 mois ou 3 mois. Donc, ça se faisait sur Orange, dans le sud, où il y a le centre de préparation opérationnelle. Et là, ça envoie un peu plus lourd, au niveau de l'instruction. Au niveau de ce qu'on te demande en termes de combat, de tir, de topo, de gestion de groupe, de combat. Donc on passe à un step et à l'issue, tu passes ton brevet para. Quoi. Donc tu pars à Pau pendant 15 jours pour être breveté parce que forcément dans CPA, t'as parachutiste, donc il faut que tu sois breveté. Donc c'est parti du cursus. Donc j'ai fait le Matou, donc j'ai été breveté para et à partir de là, réussite, c'est bon et je suis parti à Orléans. Donc j'étais muté à Orléans, mais j'ai toujours pas au CPA 30. Sur le papier CPA 30, mais après t'as des stages encore à faire, qualifiés, spécialisation CPA 30, et en attendant t'es en stand-by, t'attends, tu fais rien. T'attends les stages. Et les stages, il y en a pas toute l'année, il y a des places qui sont limitées, il y a des gens qui sont là avant toi, il y a des gens qui sont prioritaires parce qu'ils viennent d'autres armées, ils ont déjà des qualifications intéressantes pour le CPA, donc ils les priorisent sur les places, et toi t'es en stand-by, t'attends, tu fais rien, et t'espères que, en plus c'était une période Covid, donc c'était extrêmement contraignant, ils avaient arrêté plein de stages, donc c'était en phase d'attente, ils en réouvraient, mais ils ouvraient que quelques places pour vérifier que tout le monde n'allait pas mourir, que c'était long, hyper pénible. Et je commençais à être vieux, tout doucement, tu vois. J'avais déjà 35 ans et quelques, j'avais plein de jeunes. En plus, quand j'étais à Orléans, quand j'étais d'abord sur le Matou, donc le premier stage que j'ai fait pour accéder au CPA, il y avait des mecs comme moi qui venaient des escadrons de protection, déjà des caporaux-chefs, déjà avec un peu de bouteille, qui voulaient intégrer les CPA, et il y avait des tout jeunes qui avaient suivi le cursus direct pour aller au CPA 30, pour aller au 10 aussi, et on s'est mélangé entre les anciens ou ceux qui avaient un peu de bouteille et les tout jeunes qui avaient absolument rien fait, rien vécu. Et là, il y a eu 2 clans, et ça passait pas bien. Tu vois, les jeunes, ils acceptaient pas l'autorité des anciens ou des caporaux-chefs qui avaient avec, c'était tout le temps, ils savaient mieux faire que tout le monde. Donc ça commençait à mettre de grosses tensions durant le stage. Donc tu avais le groupe ceux qui avaient des escadrons de protection, qui avaient un peu de bouteille, qui avaient été un peu gradés, et tu avais les bitos qui faisaient des dingueries, des folies, et que ça passait. Et des trucs hallucinants, quoi. Des trucs vraiment hallucinants. Ils m'ont réussi à me perdre des radios dans un cours d'eau, enfin tu vois, de l'armement, des trucs énervés. Tu dois passer une coupure humide, on a ploté sur le GPS que c'est là, faut couper. C'est les instructeurs qui ont dit c'est là que tu vas passer pour pas être emporté et crever, tu vois. Et les mecs qui passent ailleurs, et forcément ils se noient à moitié, donc ils doivent lâcher de l'équipement pour pas crever. Donc c'était des sketchs, des mecs qui auraient dû être sanctionnés lourdement, tu vois. Et au final, c'est pas ce qui s'est passé, ça m'a déjà un peu gavé. Ouais, je comprends. Et les mecs, forcément, qui étaient plus anciens, qui étaient plus investis, qui connaissaient un peu le système de l'armée, ça déroulait tout seul, tu vois. Ça, forcément, il y a des trucs à apprendre, des trucs un peu plus galères, mais il n'y avait pas de grosses erreurs aussi phénoménales que ce genre de trucs-là. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Sur des phases d'assaut avec les mecs qui rentrent à la minimi à la hanche et qui envoient du lourd comme ça, tu vois. Mais les trucs, tu bugs, quoi. Et ces mecs-là, ils sont passés. Et le problème, c'est pas qu'ils étaient mauvais dans ce qu'ils faisaient, parce que ils peuvent être mauvais et après augmenter en compétences et devenir bons, c'est qu'ils avaient même pas la notion de faire de la merde. Tu vois, pour eux, c'était normal. Moi, c'était bien, t'as vu, c'était trop fort, tu vois. Aucune remise en question, rien du tout. Et autant dire qu'ils m'aimaient pas, parce que j'étais carré. Tu vois, donc ça passait pas du tout avec eux. J'ai essayé plusieurs fois de pouvoir me foutre sur la gueule avec eux, avec l'accord des instructeurs en sport de combat. Ils voulaient pas, c'est gentil, machin. Faut se faire des bisous, ça aussi, ça m'a pas plu, ça. Je suis allé voir un mec, j'avais un instructeur en sport de combat là-bas, parce que forcément, on a une partie bagarre, qui était bien énervé, un bon mongol que j'aime bien, là, qui était devenu copain après quand je passais instructeur. Sheikh, si jamais tu me regardes. Et je suis allé voir, je suis là, il y a des cons, là. On s'organise un truc.
fait, tu vois, sous couvert d'un cours et on y va, quoi, tu vois. Non, on a passé 1 heure assis à faire de la psy, machin, à discuter. Ça, c'est pas mon délire, tu vois. Ouais, je comprends. Après, le côté combat pour ça, c'est pas non plus la meilleure solution. Moi, ça m'est arrivé avec c'était mon chef de section à Saint-Cyr où ça passait pas bien du tout. En fait, moi, j'adore les sports de combat. J'ai fait MMA, boxe thaï, boxe anglaise, et donc sur un cours comme ça, j'avais voulu boxer avec lui. J'avais dit mon capitaine, on boxe ensemble pour le frapper. Mais c'est pas une solution. Non. C'est pas une bonne chose. Ça fait du bien. Voilà, mais ça n'arrange rien, on va dire. Ouais, après, t'es à un autre niveau. Tu reviens à ce niveau des jeunes là, ça comprend que la force, quoi. Ça comprend que la violence. Je comprends. T'amènes l'autorité du grade, ils s'en foutent. T'amènes l'expérience, ils s'en foutent. T'amènes les compétences, ils s'en foutent. À un moment donné, bah, tu reprends une tarte et tu vas respecter la puissance, quand tu vas respecter la force, fermer ta gueule et faire ce qu'on te demande. Mais ouais, ça n'a pas été possible. Et après, quand je suis arrivé à Orléans, bah, moi, forcément, tous les anciens que j'avais avec moi, là, eux, ils ont filé au CPA 20 parce que, ils étaient âgés, parce qu'ils avaient plus de 30 ans, ils avaient d'autres objectifs dans la vie que partir niveau force spéciale et faire des trucs de fou. Donc ils voulaient, même si le CPA avait une émission intéressante, mais ils voulaient un truc un peu plus tranquille pour eux. Donc je me suis retrouvé tout seul quasiment à Orléans avec tous ces bitos, tous ces jeunes qui pouvaient pas me saquer, que je pouvais pas saquer. Autant dire que l'ambiance elle était pourrie. J'arrive là-bas, je vois qu'il y a une armée de mecs en attente de stage qui sont là, il va être 40 ou 50 bonhommes, sachant que les stages, ça ouvrait 2 places, 5 places, machin, tu vois. Ok. Donc t'étais là, puis c'était plein de différents stages, c'était pas un seul stage unique à faire, c'était une multitude de petits stages qu'il fallait tailler à gauche, à droite, et puis il y a des mecs qui ont loupé, donc il fallait remettre dessus, qui repartent. En fait, tu vois, je voyais le délai, je me dis putain, mais j'en ai pour des années encore à réussir à faire le truc. Au plus Orléans, pour les mecs qui y sont, c'est dégueulasse, votre ville. L'endroit là, il n'y a rien, c'est horrible, la base elle est horrible, même si les CPA ils ont des entités à part, mais t'es sur la base, elle est dégueulasse par rapport aux bases que j'avais connues, tu vois. T'es ça là-bas, t'arrives, tu fais putain, j'en ai pour 15 ans encore, je peux rien faire, je suis obligé d'attendre, je suis avec des mecs qui peuvent pas me saquer, que je peux pas saquer, que je peux pas leur foutre sur la gueule parce que c'est pas la doctrine de pouvoir faire ce truc-là, on n'est plus à l'armée des années 50, tu vois, on peut plus faire ça, et je suis là comme un con, je fais, c'est bon. Allez, j'ai 35 ans et quelques, c'est bon, je vais me poser avec ma femme, je vais demander CPA 20, tu vois, les missions sont intéressantes, tu vois, et c'est bon, je laisse ça aux jeunes, allez-y les gars, faites-vous plaisir, allez au 30, allez au 10, faites ce que vous avez à faire, moi, je vais aller au 20, les missions m'intéressent bien aussi, c'est pas fort spécial, mais ça me plaît bien aussi, tu vois. En plus, Orange, le sud, tu vois, c'est pas Orléans, dégueulasse, on était au soleil, c'était cool, tu vois, il y a tout qui était bien, je connaissais des mecs qui y étaient, qui me disaient que bah, c'était bien, que ça bossait, que l'ambiance était bonne, que tout était cool, je fais, c'est bon, je vous laisse là, c'est bon. Et du coup, j'ai demandé une annulation de mutation pour le 30 et ça a été remis pour le 20. Ça a mis un peu de temps, mais ça a été accepté assez facilement vu que mes notations étaient bonnes, tout était bon partout, tout mon dossier militaire, que ce soit mes stages, que ce soit mes notations annuelles, tout était parfait, carré. J'ai pas eu à batailler pour dégager et pouvoir partir au 20, quoi. Ok, super. Ça, c'est important ce que tu dis là. Je vais juste faire un petit point par rapport à ça. La notation annuelle, c'est un document qui va être fait chaque année. Donc, tu as en fait un document qui suit d'année en année sur lequel tu vas recevoir une note. Les notes, elles vont de C ou voire moins jusqu'à XX pour excellent, exceptionnel. Et en fait, chaque année, tu as cette note-là. Et dedans, tu as plein de critères qui vont être jugés sur ton comportement, comment t'es en tant que militaire. Et en fait, ça va faire ton dossier qui va servir pour tes mutations. Et quand tu demandes une mutation, on regarde ça. Et pour ton évolution de carrière, pareil, on regarde ça. Pour un militaire du rang, c'est moins important en général. Et pour l'armée de terre, voire ça sert quasiment à rien, hormis pour des séjours, pour des choses un petit peu spéciales. Pour un sous-officier, ce sera beaucoup plus important. Et pour un officier, ce sera vraiment important pour son évolution de carrière à partir de commandant, parce que ça va accélérer ou ralentir potentiellement son évolution en grade et son évolution sur certains postes. Et donc là, dans ton cas, toi, ça t'a servi pour une demande de mutation, enfin un changement de mutation. Donc il faut l'avoir en tête et il faut avoir un bon dossier si possible. Ouais, c'est ça. Ouais, faut avoir un bon comportement, enfin, c'est super important. Si t'arrives et tu fais une année de merde et tu vois, je m'en fous, et après d'un coup tu travailles, t'as noué une motivation et t'as pourri ton dossier, tu vas être freiné un peu dans tes ambitions, quoi. Donc ouais, c'est vachement important d'avoir le comportement qui coïncide avec l'endroit où t'es allé, quoi. Tu vas à l'armée, c'est pas pour faire free fly et je fais ma vie, tu vois, donc faut avoir le bon comportement, quoi. Et après, oui, l'armée te le rend aussi, c'est un bon comportement. Donc, je dis vraiment, si t'as pas des chefs pourris, et ça arrive d'avoir des chefs pourris, c'est quand même pas la majorité. Quand t'as un chef qui est pas pourri, il te le rend sur le papier, et après ce papier te sert quand même à pouvoir gérer un peu ta carrière, quoi. Carrément. Voilà, du moment que t'es pas un élément pourri, quoi. C'est l'objectif. Derrière, tu pars du coup pour le CPA 20. C'est quoi la différence entre CPA 30 et CPA 20 ?
Aujourd'hui, elles ont encore changé. À l'époque, c'était les missions, principalement les missions. En gros, pour vraiment le faire hyper grossier de l'époque, CPA-30, ils allaient récupérer, quand on parlait de l'Iran avant, si un pilote éjecté, c'est le CPA-30 qui va le récupérer, l'extraire. Aujourd'hui, les missions ont changé. Si je dis pas de conneries, c'est des groupes d'appui. Ils ont plusieurs spécialisations au CPA-20, sino, drone, mortier, j'en sais rien, et qui viennent après en appui du 10. Donc si je dis pas de conneries, aujourd'hui c'est ça. À l'époque, c'était pas encore ça, ça n'existait pas ça. Et après, le 20, il avait d'autres types de missions, aussi protection des bases aériennes projetées, plus une pénétrante sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'il ne restait pas encloisonné à la base, il pouvait patrouiller à l'extérieur de la base, plus toutes les ouvertures de théâtre, dès que ça pétait quelque part et qu'il fallait une base aérienne, c'est eux qui allaient. Donc c'était pas des actions de protection, quand c'est plus tendu, c'est eux qui allaient en premier lieu là-bas. Et après ils ont créé des groupes spécialisés encore à l'intérieur du CPA avec d'autres missions d'appui au 10 ou d'appui aux unités spécialisées, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi du coup, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé? Au niveau du 20, Au niveau du 20 et du 30? le 30, comme je te dis, maintenant c'est devenu, à ma connaissance en tout cas, juste un groupe qui intègre plein de petits groupes spécialisés avec leur domaine de compétences bien précises qui vont venir en appui du 10. Okay. Après, je te dis ça sans aucune certitude. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà. Le 20, ça n'a pas trop changé, c'est toujours la même mission. Et le 10? Toujours pareil. Ça va buter. Donc là, c'est bourrin, non, okay. Équivalent première PIMA, un peu. Une unité spécialisée avec la dominante air en plus, donc la partie JTAC, donc tout ce qui est désignation laser pour que l'avion vienne taper, tu vois. Il y a la partie avion qui est en plus dans le travail sur le terrain, quoi, le travail opérationnel. Ouais. Et aujourd'hui, donc ça a un peu changé. Maintenant, moi, je me suis toujours demandé, en tant que terrien, mais est-ce qu'il y a beaucoup de missions de ce type-là? Est-ce que sur les 10 dernières années, réellement, il y a eu beaucoup de départs sur ça? Donc, ouverture de base aérienne, il y en a eu avec Barkhane, il y en a eu quelques-unes. Mais après, des pilotes... j'ai vu des pilotes de la LAT qui s'étaient fait choper au sol à différents moments, ou enfin qui s'étaient écrasés. Mais des pilotes de chasse, j'ai pas vu beaucoup d'histoires de crash en mission ou d'éjection en mission. Donc, est-ce que réellement, il y a beaucoup de missions de ce type-là, d'aller sauver un pilote, d'aller récupérer, sécuriser un crash? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que ça arrive une fois tous les 2-3 ans? Ça se passe comment? Non, il n'y en a pas des masses. Effectivement, comme tu dis, ça crache pas tous les jours, et tant mieux pour nos mecs qui crachent pas tous les jours, mais non, c'est pas fréquent. C'est pour ça que maintenant, du coup, ils ont d'autres missions, ils font d'autres trucs le 30. Après, ça peut arriver, ça arrive souvent en France aussi, hein. Les mecs qui crachent en France, et là, c'est les escadrons de protection qui vont dessus, même si le 20 peut les renforcer au besoin, mais ouais, ça arrive plus fréquemment en France, ce qui est pas drôle par contre. En général, ils sont morts, les pilotes, donc c'est pas drôle. Mais non, à l'étranger, heureusement, ça arrive pas souvent, mais après, ils sont réemployés sur d'autres types de missions, quoi. Donc sur de la protection. C'est ça. Okay. Pas le 30 et le 10. Hein. Là, on est sur le 20, tu vois, puis sur de la protection. Mais après, il y a autant à faire que n'importe quel terrain. Enfin, quand tu vas en OPEX, il y a forcément une base aérienne qui est reliée, tu vois. Donc forcément qu'il y a des mecs dessus qui ou la protègent, ou qui ont ouvert le théâtre, ou qui ont une mission à voir avec ça, quoi. Ok. Donc derrière, tu bascules sur le CPA-20, tu déménages à Orange, tu t'installes, vie de famille un peu meilleure. Ouais, soleil. Et comment ça se passe au niveau du boulot, au niveau de l'armée et de ce que tu fais au CPA-20? Au début, ça se passait bien. Il y a beaucoup de monde, locaux assez petits. Ça, c'était un peu pénible. Les bureaux des sections, c'était assez light. Après, ça bossait, quoi. Contrairement à l'escadron de protection, bon, je dis pas que ça bossait. L'escadron de protection, ça bosse parce que leur mission, c'est la sécurisation des bases, mais c'est ce qu'ils font. Là, le CPA, quand il est en France, il n'a pas de mission à l'instant T, tu vois. Donc, en fait, tu bosses la journée, tu t'entraînes, tu fais du combat, tu fais de la transe, tu fais plein de petites missions diverses et variées où, du coup, t'es dehors et tu bosses et tu fais des trucs cool. T'es pas là à attendre que ça se passe. Soit c'est intéressant, même si, et comme dans l'armée de terre, il y a des phases où, tu fais rien et ça va jouer à la play dans les chambres, hein, c'est pareil partout. Mais ils essaient quand même de faire la tracassa et ça allait bosser. Par contre, ce que j'étais beaucoup moins fanat, c'était la partie hiérarchique, c'était les chefs, très psychorigide, très infantilisant sur les mecs. Des sous-officiers et chefs de section, ils se prenaient la foudre, ils devaient tout gérer. Les militaires du rang, c'était des assistés, ils savaient rien faire. En même temps, on leur demandait de tout faire. Fait qu'ils gèrent tous leurs papiers, tous leurs trucs, tout était à leurs mains. Le sous-officier devait les gérer comme c'était des gamins. Donc, ils mettaient des coups de pression, la vie c'était les papiers. Et au-dessus, les sous-officiers supérieurs, aux officiers, mettaient la race aux sous-officiers, chefs de section. Enfin, c'était rien qui allait, quoi. C'était tout le temps du papier, des stress, de la merde organisée, une perte de temps phénoménale. Et quand t'allais voir
quand t'allais partir en OPEX, tu ramenais ton cahier avec tous les documents, parce que c'est à toi de construire. Je sais pas comment c'est dans les autres armées. Je remettais, on te tient pas mal pour la main pour ça. Et... Bah, tu vois, on me demande souvent pourquoi j'ai pas été en infanterie. Parce que moi, de base, j'ai dit que je suis rentré dans l'armée, je voulais aller chez les chasseurs alpins. Ouais. Bah, j'ai fait 3 mois au 7e BCA en tant que sergent, pour le stage qu'on a comme officier. Et en fait, tout ce que tu as dit là, c'est ce que j'ai ressenti dans l'infanterie. Et après, j'ai pu aller dans d'autres régiments d'infanterie. En fait, c'est ça. Et c'est hyper infantilisant et ça m'a pas du tout plu. Et moi, j'ai pas cette vision-là. Moi, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc, c'est exactement la même chose en infanterie. Et en fait, dans beaucoup de régiments d'infanterie, bah, ça fonctionne un peu comme ça. Après, ça dépend des chefs, ça dépend de l'organisation. Donc, il peut y avoir des régiments dans lesquels ça se passe très bien, c'est fluide, les mecs gèrent bien leur papier, c'est bien. Mais d'autres où c'est exactement ce que tu as décrit. Ouais, c'est ça. Et c'est extrêmement infantilisant. Il y a rien qui va, tu vois. Ouais. Et puis, voilà, je t'ai dit, j'ai fait un dossier OPEX à partir. Je suis allé voir dans le bureau qui devait m'aider à construire. J'avais un truc comme ça, tu sais, pour un truc de merde. Hein. Et ils nous parlaient mal, les mecs. Hein. Je vois, moi, mon métier, c'est être soldat combattant. Je suis pas une putain de secrétaire. Je suis pas là pour faire tous tes papiers, là. Ils parlent bien, quoi. Enfin, le manque de respect, l'attitude des chefs qui sont censés t'aider à gérer ces trucs-là parce que c'est pas ton job mais c'est le leur et qui te parlent mal. Tu vois, ces trucs au bout d'un moment quand t'atteins un certain âge, c'est en gros ferme-la quoi. Arrête de me parler comme ça va me chauffer quoi. Alors que je me fais chier à faire tes papiers avec mon job, j'ai pas signé pour faire des papiers quoi. Tu vas courir partout, te ramener tous les dossiers, les machins pour que je puisse partir faire ce que tu veux que je fasse, tu vois. Aide-moi quoi. Donc c'est le dossier OPEX, c'est clair que c'est pas drôle à faire la première fois. Non. Tu nous donnes une liste, il y a 50 000 trucs et la moitié en plus ils l'ont à disposition, donc c'est un peu agaçant. Oui, bon après chaque année ça s'améliore et sur ça j'espère qu'à la fin il y aura un truc un peu plus fluide. On verra. C'est contraignant. Mais après une fois que c'est fait. Mais c'est sacrément contraignant quand tu veux le faire quoi. C'est vraiment casse-couille. Donc j'étais pas fanat de la partie hiérarchique là-bas. La partie organisation, c'était très infantilisant. Pourtant les mecs c'était pas débiles. Hein. Par les mecs ils savaient faire leur job, ils savaient faire leur truc, mais on les traitait comme si c'était des abrutis. Ça c'est un truc que j'avais pas kiffé du tout. Et du coup quand j'y étais, ma spécialité après comme tu l'avais dit tout au début, avant de m'engager, j'étais combattant professionnel de MMA. Donc tout ce qui est arts martiaux mixtes, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'UFC. Hein. Ceux qui disent je fais de l'UFC. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît maintenant. Tant mieux. Normalement en 2026 c'est connu, c'est bon. Bien. Bon, pas Falbitos, hein, l'UFC c'est la ligue, on est d'accord, c'est pas le sport. Donc voilà, donc, tout ce qui est arts martiaux mixtes. Donc j'avais fait ça pendant, à l'époque c'était encore interdit en France, j'allais combattre à l'étranger. Enfin j'ai pas fait des dingueries, tu vois, mais j'ai fait une petite. Combattais Royaume-Uni, Monaco. Non, je suis pas au Royaume-Uni, j'ai fait Luxembourg, Belgique, Allemagne. Et pas Monaco. Suisse. Non, Monaco, je suis pas allé là-bas. Ok. Donc, je suis à tous les pays limitrophes de la France. Donc, ça a commencé à bien matcher. Ça a bien monté, mais je commençais à être vieux. Tu vois, tu n'as pas de couverture. Enfin, tu combats pas, tu n'es pas payé, tu n'as pas de chômage, tu n'as rien, tu vois. En même temps, l'armée, ça m'a toujours fait kiffer. Tu avais 0 sur tes combats? Si, je gagnais de l'argent. Ah oui. Mais c'est pas un salaire, tu vois. Tu pas tous les mois et puis tu touches 1 000 € tous les 3 mois, quoi, sur un combat ou 6 mois. Tu peux gagner un peu plus. Mais après, une fois que tu as payé les mecs que tu dois payer, et puis tu es blessé, tu combats pas, tu n'as pas de thune. Donc, je commençais à être vieux, j'ai plus 20 ans, je fais OK. J'ai bien kiffé, j'ai bien aimé foutre des patates, tu vois, c'était marrant. Mais voilà, on fout des patates à d'autres gens, tu vois, avec du 5,56 plutôt que mes points, et ça fera le job. Mais ouais, donc comme j'avais un bon bagage en sport de combat, CPA m'a orienté, parce qu'ils le savaient, ils ont pris connaissance de ça, mes vidéos est tourné, ça a vite tourné là-bas, sans que c'est moi qui amène, mais quand j'ai fait mes stages, vu que dans la stage, t'avais une partie bagarre et que je pétais la gueule assez facilement au mec, ça commençait à se poser des questions, tu vois, comment c'était aussi facile. Ils ont commencé à prendre mon nom, à mettre sur Google, machin, ils ont trouvé des infos. À partir de là, la répute, elle a été lancée, et en général, ça se passait bien. Du coup, ça se passait bien avec les typewriters. Les typewriters, j'avais pas de soucis, c'était mes potes, hein. Du moment que tu picoles, tu mets des patates, j'ai toujours bien kiffé, les typewriters. Et, ceci étant dit, j'en étais où? Ouais, donc, comme je tapais bien, le CPA m'a orienté vers la spécialité instructeur en sport de combat, technique autodéfense, tout ça. Donc, ils m'ont orienté là-dedans pour après instruire les mecs sur les parties bagarre, quoi. Mais il n'y a pas que la partie bagarre défense classique comme pouvoir type Thior, tu vois, que maintenant tu m'as dit que ça n'existait plus, mais il y a aussi des phases de combat offensive où c'est toi qui prends l'initiative d'aller cutter quelqu'un, tu vois. Donc ces parties-là. Donc j'ai fait tout le cursus, plusieurs semaines où tu te fous sur la gueule 8 heures par jour, où t'es bien dans le mal, quoi. Vraiment des stages que personne ne veut faire parce que ça picote. Avec l'évaluation finale 1h09 de combat non-stop. Dans 1h09, t'es 2 et c'est parti, c'est la guerre, quoi. 1h09 parce que t'as mis 1h09 et qu'il y a une finalité, ou c'est à chaque fois 1h09? 1h09, c'est comme ça, parce qu'il y a plein de modules d'évaluation dedans, tu vois, et tu passes une succession d'évaluations avec
1 minute de pause entre chaque, comme un round, D'accord. tu vois. Et en fait, pendant 1h09, tu te fous sur la gueule non-stop avec. Ouais, ça va être bâton, puis couteau, puis arme de poing, puis après fusil, enfin, t'enchaînes les... Pieds-poings, combat Ouais. au sol, puis, ouais, c'est ça, non-stop. Ça défonce bien. Donc c'était cool, moi je kiffais ça. Et après, voilà, là-dedans, t'as plein de modules. C'était le track, donc technique rapproché d'action commando. Donc là, c'est de l'action offensive, où bah, t'es équipé, t'as des couteaux, comment tu cuts un mec, comment tu vas faire ces trucs-là, qui était un peu aussi vachement intéressant pour pouvoir après instruire au niveau des CPA. Et du coup, dans la même enceinte, donc il y avait le CPA et il y a le centre de préparation opérationnelle, donc l'école en gros, qui forme tous les mecs là où j'ai fait tous mes stages. Ils sont dans la même, au même lieu. Du coup, c'était facile pour les faire les stages, j'étais à côté. Et du coup, comme ils ont vu que je bossais bien pour foutre des nions, là, que ça se passait bien, tu vois, ça a intéressé la cellule sport de combat du centre de préparation de me débaucher, de m'aspirer du CPA pour que j'aille là-bas et que je fasse que ça 8 heures par jour, tu vois, instruire ou du CPA ou différents stages, mais faire que ce genre de truc. Et vu que c'était ma cam au début, tu vois, c'était la bagarre. Bon, en attendant, j'avais déjà pris un cabot, hein, j'avais déjà mon chien chez moi, j'ai dit que je l'ai récupéré à la fin du matou, je l'appelais Matou, donc j'aimais bien faire du chien à côté, travailler mon chien et voilà, m'amuser avec lui, mais pas au niveau où je suis aujourd'hui. Mais là, j'avais déjà mon premier cabot derrière, que je suis arrivé au rang, j'ai pris ma deuxième, donc Saïka, j'avais 2 chiens, et je m'amusais, le dressage classique, les trucs standards, pas encore poussé au niveau où je suis là, déjà bien quand même, mais voilà. Donc c'était en parallèle, mais c'était vraiment la vie civile, tu vois. Ouais, donc la vie civile, tu commences à devenir maître chien avec tes 2 chiens perso. C'est ça. Et après, côté militaire, à ce moment-là, tu es instructeur sport de combat. Donc, tu es dans la cellule opérationnelle pour instruire les jeunes qui arrivent, les former au combat et les plus anciens à développer de nouvelles techniques. J'ai encore intégré CPA. Donc, j'ai fait mes qualifs, je suis retourné au CPA, j'ai fait quelques trucs. Et ensuite, la cellule sport de combat et l'école, ça pourrait être, est-ce que ça t'intéresserait de venir là et de venir chez nous et de bosser en tant qu'instructeur, tu vois. Donc en sachant que les cellules sport de combat, il n'y en a qu'une pour toute l'armée de l'air, ils sont 5 ils sont que 5 dedans. Donc pour intégrer cette équipe-là qui gère l'instruction sport de combat, technique de défense, machin, pour toute l'armée de l'air, tu vois, tu passes un petit step, tu vois. Surtout que c'était ma cam, c'était vraiment mon domaine de compétences. Donc j'ai signé direct, tu vois. Ça va être cool, je vais faire que de la bagarre, ça va être génial. Donc j'ai signé pour. Le CPA, ils ont un peu râlé, ils étaient pas contents de me perdre parce que j'ai à peine d'arriver, tu vois. Mais pareil, après, quand tu as un bon dossier, que tu as des compétences et que tu as des petits contacts par-ci par-là, que tu te mets bien avec les gens, que tu traites bien les gens, même des sous-officiers ou des officiers, mais que tu te comportes bien, ils ont tendance à actionner les bons leviers pour t'aider, tu vois. Donc il y a beaucoup de bons chefs, il y en a des saloperies, mais il y a quand même des bons qui t'aident quand ils voient que tu vaux le coup. Donc là, ça a actionné les leviers qui valaient bien, j'avais le dossier qui fallait bien, j'avais tous mes stages bagarres, j'ai tout en fini major partout, donc tout était cohérent pour que je décroche et que j'aille à la cellule d'instruction. Donc ils m'ont vendu au début, bon, tu vas pas lancer le bagarre tout de suite parce qu'il faut que tu fasses tes marques, tu apprennes ce que c'est qu'instruire, que tu vois des stages classiques et que tu te fasses un peu la main. Donc tu vas aller en cellule polyvalente pendant 1 an, tu vas intégrer une équipe, tu vas faire des stages maquis, des stages matou pour les militaires du rang, pour les officiers, pour les sous-officiers, tu vas les instruire, tu vas faire le parti bagarre, en même temps tu vas aller faire un peu de topo, tu vas aller faire un peu de combat, tu vas faire la discipline, tu vas faire plein de trucs comme ça pour prendre en main la partie instructeur. Je dis ok, bon, pas de souci, voilà, je signe. J'ai 1 an à faire ça et au bout d'1 an, j'intègre la cellule bagarre et avec les mecs avec qui je m'entends super bien, on fait des trucs super cool. Je me dis, je fais. J'ai fait 1 an de ça et à fin, première quenelle, tu vois, voilà, ils ont changé les règles et j'ai pas intégré la cellule bagarre, quoi. Ok. Donc tu rentres en 2018, en 2021, tu rentres au CPA 20, c'est ça? Moi, je sais pas. À peu près. Ouais, c'est ça. 3 ans plus tard. Et là, on est du coup après sur ta fin de 4e année où tu es censé intégrer la cellule bagarre. Ouais. Et finalement, on te dit non. Ouais, il change les règles du jeu, tu vois. Il varie des trucs. Ah non, maintenant c'est que des sous-officiers. Comme moi j'étais militaire du rang, enfin, plein de petits trucs comme ça, tu vois. Donc je suis un instructeur. Puis instructeur, il manquait du monde, donc impossible de dégager. Et puis un mec qui a le nombre d'années de service que j'avais et avoir fait autant de mutations, il y en a pas des masses. Donc je pouvais pas commencer à dire non. Au final, je veux partir là-bas, tu vois. C'est mort, ça arrive plus, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai cramé toutes les cartouches de mutation, quoi. Donc ouais, j'étais instruit. Bon, j'aimais bien mon taf, hein. Franchement, c'était cool. Moi, j'aimais bien instruire les mecs. Surtout sa partie bagarre, c'était vraiment mon domaine. La topo, j'étais pas dégueu. J'aimais bien donner des cours et apporter des valeurs. Puis ces mecs, c'est des jeunes, tu vois, ils sont motivés, ils sont cool. T'avais des raclures, mais c'était pas la majorité. T'avais des mecs qui étaient bien, donc le boulot était quand même cool. Donc oui, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, c'était pas que de la bagarre, même si je faisais passer les modules bagarre dans les stages. Mais c'était le niveau basique, c'était pas ce que je voulais faire de base. Et la cellule, du coup, cellule instruction
Combat corps à corps, c'est quoi qui faisait concrètement? Ils formaient les moniteurs. Du coup, tu formes tous les moniteurs, tu fais tous les stages monitorat, C4, tueur, track, et tu as donc des personnes déjà qualifiées. Ou c'est d'autres modules plus poussés qui sont organisés? C'est quoi concrètement? Et ils formaient déjà, ils pouvaient éventuellement, comme moi en renfort, faire des stages de jeunes pour venir renforcer sur différents modules. Ils peuvent ensuite, ils forment tous les moniteurs, ils forment les instructeurs, et après tout ce qui est activités, stages annexes, de track, des choses comme ça, avec des CPA. Ils allaient dans plein d'unités différentes pour voir un peu ce qu'ils faisaient là-bas, pour faire un bon rétex. C'est eux qui créaient le canevas, le bouquin, la Bible, bagarre armée de l'air, tu vois. Et du coup, peut-être des stages à l'étranger aussi avec d'autres armées aussi, pour qui était découvrir une mission de PR, de protection rapprochée. Donc dans le module instructeur, tu avais un stage accompagnement d'autorité, tu vois. Donc dès qu'il y avait des missions qui déclenchaient à l'étranger d'aller accompagner l'autorité, un général, machin, c'est eux qui étaient pris et qui allaient en mission de protection rapprochée avec des autorités. Ouais. Voilà, il y a que eux qui allaient dessus, tu vois. Donc mission intéressante, boulot intéressant, donc c'était cool. Oui, donc je comprends que tu aies eu envie de le faire. Ouais. Et quand on t'a dit non, qu'est-ce que t'as fait? Comment ça s'est passé derrière? J'étais pas content. Ouais, ça je me doute. J'étais pas content, mais bon, tu peux faire grand chose, tu vois. Le système est décidé comme ça. Ils ont dit c'est sous-officier. T'es comme un con. Et après, les trucs ils changent tout le temps. Donc au final, tu dis peut-être que dans un an ça va changer, peut-être qu'il y aura une exception. T'as toujours moyen de moyenner quelque chose. Tu vois, ils vont dire c'est que les sous-officiers, mais allez, on va prendre un militaire du rang, un caporal-chef, il ira, tu vois, ce sera l'exception. Il y a toujours moyen de gérer des petits trucs. Donc ça va. C'est par contre à un moment donné. C'est moi qui ai vrillé côté motivation. Tu vois, je me suis pris la foudre de l'armée là. Donc jusque là tout allait bien. J'avais les unités que je voulais, je me donnais du mal, je travaillais fort, autant physiquement qu'intellectuellement. Je révisais mes cours, je bossais, j'étais tout le temps au max de ce que je pouvais faire. Je comptais pas mes heures, comme un mec motivé et qui comprend que l'armée c'est pas 35 heures et qu'il faut donner du temps, tu vois. Et donc tout montait, toutes mes notations, tout était bon, tout était au top, tu vois. Et puis un jour, il y a eu un truc, tu vois, un truc qui a gavé la motivation. C'est comme pour la police à l'époque, par exemple. La police, donc j'ai fait un peu dans la police. Donc j'étais en unité qui intervenait surtout dans les quartiers difficiles, donc les BST. Et j'ai quitté parce que pour moi, il y avait trop de politique. La politique se mêlait trop aux missions qu'on devait faire sur le terrain. Il y avait des missions qu'on devait faire à l'instant T, les refus d'obtempérer, les mecs qui se barraient, faire des trucs de débiles. Hein. Tu es dans un cadre légal, tu peux aller interpeller les mecs, mais la politique nous disait non, tu laisses passer. Oui, ça, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet en me disant que ça me fatiguait ce genre de choses. Alors, quand tu fais un refus d'obtempérer, en fait, c'est déjà hyper grave. En soi, que tu le percutes au Royaume-Uni, maintenant il percute à chaque fois. Le mec qui fait un refus d'obtempérer, le policier il y va avec sa voiture, il y a un scooter, le scooter il vole. Et tant pis. Tant pis, le mec il avait qu'à pas faire ça. Je comprends pas en fait. Moi la police elle me dit de m'arrêter, je m'arrête. Et il n'y a pas refus d'obtempérer. Donc je comprends tout à fait c'est cette question-là et que ça ait pu t'agacer. Ça m'a saoulé un peu. Après, j'étais à une époque où ça filmait pas de partout, il n'y a pas trop de téléphone, donc on faisait quand même des trucs. Tu vois. Par contre, c'était en off. Tu t'annonçais rien sur les ondes, tu partais derrière, si tu chopais le mec, tu gérais ton truc pour pouvoir expliquer. Tu vois. Mais en fait, tu devais faire des trucs que tu avais le droit de faire, mais en off parce que la politique voulait pas, parce qu'il se passait un truc, c'était pas bon, machin, tu vois. Et comme ça, il y en avait plein. Et au bout d'un moment, je fais, c'est bon les gars. Ça me gaffe, tu vois. Je vais me tirer une balle, je vais me tirer dessus, je vais me garer, je peux plus, tu vois. C'est bon, je me suis cassé. Et parce que ça allait à l'encontre de mes valeurs, de ce que je voulais du taf, tu vois. Non, pour revenir sur l'armée, c'est la petite parenthèse, mais qui fera un lien directement sur l'armée. Moi, je faisais des stages, je prenais des heures de bagarre avec les mecs tout le temps. Je faisais que ça avec des mecs, mais c'est des jeunes. Et bon, l'ambiance c'était bonne, moi, j'étais pas l'instructeur tyran, le caporal chef, machin, tu vois. Tant que les mecs me cassaient pas les couilles, je leur cassais pas les couilles, j'étais détendu avec eux. Mais il y avait toute la partie discipline, respect des grades et tout, c'était des stagiaires, mais j'étais détendu avec les mecs. Et sur une heure de travail aux défenses au couteau, donc au lieu de prendre des vieux couteaux plastiques qui te matérialisent pas la menace, tu vois, qui te montrent pas qu'il y a un danger, j'avais utilisé un couteau électrique. Donc c'est un couteau en plastique avec un faisceau qui part électrique, hein, c'est rien, c'est pas un taser, tu vois, c'est un petit coup là. Mais du coup les mecs, quand t'as le couteau qui claque, t'as pas envie de te faire toucher, tu vois. Donc tu te sors un peu les doigts et tu fais du vrai combat et t'essaies vraiment de pas te faire toucher. Donc c'était vachement plus intéressant qu'un vieux couteau en plastique. Ouais, c'est cool ça. Voilà. Moi j'ai toujours bossé avec les couteaux en plastique justement et je trouvais que c'est pas très motivant quoi. Ouais. Même en vrai, pour ceux qui connaissent pas, c'est des couteaux où on a vraiment l'impression d'avoir un couteau, mais par contre on touche, ça fait rien. Après ça fait un peu mal si on se le prend dans les côtes, dans le ventre, oui. Mais bon, c'est pas assez. C'est impressionnant, ça claque fort, tu vois le faisceau, mais en vrai, ça te fait que dalle, tu vois, t'en pas, tu vois, c'est un petit choc, tu sens que t'as eu un petit coup, tu vois, mais c'est comme les briquets, tu sais, à l'ancienne, quand t'étais jeune, c'est de prendre les briquets électriques, là, tu pétais le petit truc, t'appuyais, tu claquais dans les doigts, là,
truc tout pourri. Mais bon, c'était plus intéressant pour travailler, les mecs qui préféraient, c'était motivant. Donc on a fait une pause à un moment donné, j'avais le couteau électrique, je fais les gars, vous voulez que je vous touche ou tu vois. Ils rigolaient, les mecs qui voulaient pas, j'en foutais la paix, j'allais pas les remettre à coup gratuit. Et des mecs qui étaient là, tiens, je vais dans la main, je vais dans le cul, tiens, je veux tel endroit. Vas-y, tiens, si ça te fait rire, tu vois. Et t'as un mec qui était là, qui faisait un peu le malin, fait, tiens, je veux sur la langue. T'es sûr, gros? Vas-y, il m'a sorti la langue, j'ai mis un petit coup, il a rigolé, on a rigolé, terminé, tu vois. Après, on a repris l'entraînement. Et ensuite, on a viré un mec de la section, un mec rien à voir avec ces mecs-là, qui jouait avec moi avec le couteau. On l'a viré parce qu'il était mauvais. Il est rentré sur la base, il a raconté que je torturais les stagiaires, tu vois, avec le couteau électrique. Et la parole du stagiaire, tu vois, voilà. Donc c'est redescendu, et là j'ai pris la foudre, j'ai rien compris, tu vois. Je savais pas ce qui se passait, donc ils m'ont enlevé des cours, j'étais interdit d'instruire, ils m'ont mis en perme forcé. C'est ça, c'est un point très négatif des armées encore aujourd'hui. En fait, c'est que quand il y a une accusation, très souvent il y a une sanction qui est prise sans qu'il y ait de procès, enfin on va dire sans que l'autre ait pu se défendre. Et moi j'ai eu certaines fois des trucs un peu comme ça où c'était direct, où en fait moi ça m'était arrivé, on m'avait accusé de triche sur un truc, et c'était à Saint-Cyr, on m'accuse de triche, j'ai pas pu me défendre, et en fait on me convoque pour me sanctionner, et en fait c'est sur la convocation, j'ai dû écrire un compte rendu, le beau compte rendu A3 manuscrit traditionnel. Du coup j'écris tout ce qui s'est passé, et heureusement j'ai pu le montrer tout ça, et que c'était simplement la prof qui avait un peu vrillé et qui m'accusait de triche sans raison. Après coup, je peux te dire qu'en fait, j'étais en train de filer des réponses à mon camarade, mais moi, je trichais pas. C'était sur un truc d'espagnol à la con. Et en fait, moi, je suis bilingue espagnol, donc mon pote, il galérait sur un truc et je lui ai donné quelques réponses. Mais moi, dans mon cas, j'avais bien écrit que j'avais pas triché et qu'à aucun moment, j'étais en train de demander de l'aide ou quoi. Et j'ai pu me défendre, mais c'est toujours très compliqué. Donc, je comprends à 100% ce qui t'est arrivé, d'avoir eu une sanction sans que t'aies pu te défendre, sans qu'on t'ait demandé ton avis, et que c'est juste un mec qui te balance, et derrière, bam, on vient te faire chier, quoi. Donc, ouais, méga chiant. Et derrière, qu'est-ce qui se passe, comment tu le vis, et comment ça s'est fini? Pas bien. Je voyais toute ma hiérarchie, tous les mecs, tous les cadres qui étaient censés me protéger un peu, me mettre la foudre plein fer, parler de me virer de l'armée, des poursuites pénales. Donc je suis allé voir moi les 40 mecs, là, les 40 stagiaires que j'avais. Je fais les gars, faites un compte rendu, mettez ce que vous avez vu réellement, mettez les trucs, tu vois. L'initiative, ils ont tous fait, je les ai pas forcés. En fait, j'ai lancé l'idée à un moment donné, là, j'ai eu 40 comptes rendus Trop bien. dans mon sens. Et c'est énorme. Ça n'avait pas freiné. Hein. Là, que t'étais là quand même. Tu vois, en fait, que t'as 40 mecs qui a dit, mais non, ils nous brillent pas, ils nous fait rien, c'est nous qui avons demandé, on était volontaires, c'était dans l'esprit du moment, tu vois. Ils s'en foutaient. L'action avait été faite, tu vois. Que là, il me parlait de... Non, franchement, que t'aies eu 40 comptes rendus, ça me choque qu'il y ait eu un tel engouement pour toi. C'est qu'il y avait forcément une bonne camaraderie, sinon... C'est que j'ai traité bien les mecs. Ouais. J'aurais jamais fait ça sinon. C'est ça. J'étais carré. S'ils me faisaient chier, j'en faisais chier. S'ils me faisaient rien, j'allais dans leur sens. Être carré, tu vois, juste honnête. Ouais. Et ouais, donc ils m'ont produit les comptes rendus, mais malgré ça, l'action était faite. Donc, du coup, il parlait vraiment de me punir, de sanctions pénales, d'actes de torture et de barbarie. Il parlait de sanctions pénales, ça n'aurait pas tenu. Après, l'armée c'est arrivé que l'armée engage des poursuites en justice, mais devant un juge, en fait, il y a pas de matière. Donc, ça n'aurait pas tenu. Mais à ce moment-là, tu es là, tu demandes rien, tu vois. Tu veux faire ton taf, t'es content de faire ton taf, t'es motivé. Tu te prends la foudre dans tous les sens, tu vois. À un moment donné, j'ai arrêté d'être gentil. Je suis allé voir mon capitaine, qui me convoquait encore pour ça, au bout de la 15e convocation, là. Et il dit, mon capitaine, mais quand je suis arrivé en unité, là, normalement, il y avait une semaine d'incorporation où j'étais censé être instruit, on m'aurait dit, où on m'explique, en fait, le stagiaire, c'est ça, tes limites, c'est ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Je l'ai pas fait parce que vous avez trop de taf, vous m'avez fait que ça, vous m'avez envoyé direct. Mais je pense que si vous m'aviez envoyé faire ce truc-là comme je suis censé le faire, en fait, j'aurais pas fait ça, j'aurais su mes limites. Donc, en fait, directement, mon capitaine, c'est votre faute. Et voilà, bam, plus rien, plus de soucis, plus de renvoi de l'armée. J'ai pris un petit sursis pourri, 5 jours d'arrêt avec sursis, très lissé, très tranquille. J'ai pris un ajournement de grade. Tu vois, j'étais caporal encore à l'époque, ils m'ont mis un ajournement de grade. Et voilà, tu vois. Donc, on te met la foudre, on te dégage, t'es Hitler, t'es tyran, tu vois. Ah, ouais, c'était pas gentil, tu vois. Bon, allez, on te met un petit truc parce qu'il faut quand même que, tu vois. Mais en fait, dès que ça m'a fait vriller, tu vois. C'est les mecs, je comptais sur eux, ma hiérarchie, pour m'aider, tu vois, me souvenir, je suis dans le vrai, tu vois. J'ai fait une connerie, mais là, oui, ouais, j'ai fait un truc, j'aurais pas dû, ok, tu vois. Mais ça mérite pas la foudre qu'il m'avait mis. Et là, de voir en plus que dès que je mets leur responsabilité en avant, là, en fait, non, comme moi, je risque de prendre cher, non, en fait, en fait, tu vois, là, tu prends une claque des réalités dans la gueule, tu vois. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre dans l'armée, hein. C'est vrai pour toutes les armées, je pense. Mais les officiers, ils pensent à leur carrière. Moi, j'étais officier, je l'ai vu. Les Saint-Cyriens, c'est encore pire que tout autre officier. Mais c'est vraiment, il y a une défense entre officiers contre les autres militaires.
Et un officier, il pense avant tout à son évolution de carrière. Il veut surtout pas se mouiller. Et on voit beaucoup ça. En fait, il y a très peu de chefs de section, très peu de commandants d'unité qui vont aller prendre un risque pour leur carrière pour défendre un soldat. C'est extrêmement rare. Et celui qui le fait, faut le respecter, faut lui dire bravo, parce que vraiment c'est rare. Et donc là, malheureusement, quand le gars il s'est engagé dans un truc, bah oui, il va aller jusqu'au bout. Et après, à partir du moment où il se rend compte que ça peut le pénaliser lui aussi, en fait, il réfléchit à deux fois. Il se dit bon, c'est peut-être pas le meilleur calcul. On va changer ça et on va faire en sorte que ça passe, parce que il a dû se dire effectivement là, si ça part en procès, il y aura une enquête et on va voir que j'ai pas fait mon taf correctement. Donc faut que ça s'arrête avant. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça, on disait tous, et je pense, toi, je sais pas voir, du coup, t'étais officier, mais tous les sous-officiers chez nous qui passaient officier, on me disait, ouais, en fait, ils sont passés du côté officier. Tu vois, une nette coupure entre le mec sous-officier et quand il passe officier, dans l'attitude, dans le comportement, dans ses décisions, dans tout. Et j'en ai eu plein comme ça, des sous-officiers qui ont passé officier, ou carrément des officiers, t'as l'impression qu'ils réfléchissent à l'envers. Tu réfléchis pas dans le sens des mecs, dans le sens de l'unité. Tu vois que c'est vraiment personnel, leur prise de décision. C'est particulier. Bah, moi, justement, c'est ce qu'on me reprochait. On me disait que j'étais trop commandement bande de copains et que c'était pas adapté. Et on me disait qu'il fallait un petit peu plus que je courbe les chines devant mes chefs. Mais moi, je disais, bah non, en fait, ça me va pas. Et c'est aussi un des points qui m'a poussé à partir. Et à chaque fois, on me dit, mais tous les militaires du rang, sous-officiers, me disaient que j'étais très sympa et pas comme les autres officiers. Mais par contre, les officiers me reprochaient ça. Donc c'est particulier, c'est compliqué. Après, ça évolue petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette coupure entre catégories et ça c'est le propre de l'armée. Dans le civil, on retrouve moins ça et je trouve qu'il y a quand même plus de proximité entre chefs et cadres intermédiaires et salariés. Mais bon, voilà, c'est deux mondes à part. Maintenant, ça c'est une mauvaise expérience que tu as vécue. Derrière, tu as quand même pu devenir maître chien. Comment ça se passe sur la suite? J'ai mes trucs. Ouais, du coup, pendant la partie où j'étais instructeur, je continue à développer le travail avec mes chiens. Je commence à prendre de passion pour le travail des chiens. J'avais un chef de cellule qui était cool, qui me laissait prendre mes chiens avec sur le terrain. Donc je les ramenais sur les entraînements que je fais avec les mecs. Je les amenais sur plein d'endroits où j'aurais pas dû les amener. Forcément, c'est des trucs tu fais pas ta vie, quoi, tu vois. Donc, mais j'avais un chef qui était cool. Donc c'était un adjudant-chef, très cool, sur la fin aussi. Et du coup, j'ai commencé à vraiment kiffer la partie canin. Donc je commençais à développer des petits trucs opérationnels avec mes chiens, mais juste pour mon propre plaisir. Tu vois, des trucs qui existent déjà, qui se fait déjà, la détection, donc l'olfaction, du chien directionnel, donc guider le chien à la radio avec la caméra, du laser. Donc ouais, quand même poussé, quoi. Ouais, bon, c'est des trucs, en fait, je trouvais que c'est toujours le max. Tu sais, que j'arrive à l'armée, c'est le CPA. Quand j'étais combattant, je voulais j'étais pro, tu vois, c'est tout le temps le max. J'ai les chiens, je commence à faire un peu d'ops avec parce que j'aime bien. Il faut que je fasse, c'est les mecs qui y arrivent. Mais juste pour le fun. C'est ça. Juste pour m'amuser, tu vois. Et c'était quoi les races de tes chiens? Des Malinois. Ok. Des Malinois. Donc, du coup, mais j'avais le syndrome de l'imposteur, tu vois. Je me dis, en fait, les mecs qui sont sinos, qui sont meilleurs que moi. Donc, j'étais comme une merde, tu vois. J'étais là, je vais essayer de bidouiller mes trucs, mais c'est forcément nul ce que je fais par rapport à ce qu'ils font, tu vois. Mais je bidouillais mes trucs, et au final, mes chiens, ils étaient compétents dans ce qu'ils faisaient, mais je pensais en tous les cas, que j'ai un niveau bien inférieur à ce que je pouvais retrouver dans les unités sino, tu vois. Mais donc, t'as tout fait en autodidacte? Ouais. Genre, c'est-à-dire que t'as acheté des bouquins, t'as regardé des vidéos, et tu t'es formé tout seul, à devenir maître chien. J'ai juste devenir maître chien, c'est encore autre chose parce qu'il faut apprendre la partie opérationnelle sino, ou ça je peux pas l'apprendre tout seul. En tout cas la partie gestion chien, dressage chien, autonome. En fait j'ai acheté plein de bouquins, mais pas des bouquins de si tu veux que le chien fasse assis, faut que tu prennes la friandise, que tu fasses ça, tu vois. Non, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête, la psychologie du chien, comment les choses s'enclenchent dans sa tête, comment il fait les associations, comment il comprend les choses. J'ai fini sur la psychologie du chien, une fois que j'ai compris comment le cerveau fonctionnait, il y a absolument rien qui est pas faisable, qui est pas créable, je peux tout créer. Il faut juste comprendre le chien, les leviers à mettre en place, et après ça déroule. Du coup, après je commence à faire des tests avec du dressage opérationnel, parce que forcément j'étais opérationnel, j'étais dans l'armée, je kiffais le truc, j'ai pas envie de faire du assis couché, sur les trucs un peu plus intéressants qui allaient avec mon cœur de métier et ma passion, tu vois. Donc t'as pas acheté des bouquins spécialisés sur le dressage de chiens militaires? Là, ça existe pas? Même en anglais? Pas trouvé en tout cas. Ok. C'est vraiment extrêmement limité. Ouais, donc c'était vraiment psychologie poussée et grâce à ça, t'as pu reproduire ce que tu voyais de l'armée. Après, niveau sino, tous les mecs, toutes les unités, où les mecs qui ont pas de compétences, ils gardent jalousement leurs trucs, ça se partage pas, tu vois. Ouais. Après, ça se vend dans le civil, des formations, des trucs, quand les mecs ils sortent, des conneries, mais il n'y a pas de bouquin entier de faire du laser targeting, donc désignation laser pour un objectif, pour de l'olfaction ou de l'attaque. Il n'y a pas un bouquin qui va te dire, ça fait comme ça, tu vois. Il n'y a pas, même pas un TTR, il n'y a rien. Ça n'existe pas. C'est des mecs en autonome. Le savoir se passe dans les unités de mec en mec, et généralement ça reste dans l'unité, ça se partage pas, tu vois.
C'est entre unités Sino. Oh, mais c'est dommage. Je pensais qu'il y avait quand même pas parce que pour l'ISTC, pour tout, pour la montagne, enfin on a des petits guides quoi. Moi j'ai un petit carnet montagne comme ça sur toute la partie alpinisme sur l'ISTC. J'avais tous les petits bouquins FAMAS, HK416, HK417, enfin tous les trucs et ça te permet de savoir toutes les positions. Bon après ça reste très scolaire, mais au moins tu as une base. Et c'est dommage. Tu vas pas le créer ça? Ah, peut-être bien. Ouais. Peut-être bien. Ouais, parce qu'il y a des mecs qui me parasitent un peu. Je me dis, je vais le faire gratuit, je vais ouvrir à tout le monde, tu vois. Parce que moi, je cherche pas sur ce truc-là, la partie militaire en tout cas. Je reviendrai après sur la partie boîte, mais je cherche pas à me faire du pognon, tu vois. Donc en fait, délivrer des formations comme ça gratuites aux unités opérationnelles, ça me dérange pas, tu vois. Mais ça, on reviendra après. Il y a encore des bons trucs avec ça, tu vois. Et donc, donc je faisais mes dressages moi-même, je m'amusais avec mes chiens, je créais des trucs, tu vois. Et à chaque fois que j'allais sur le terrain, donc moi déjà à ce moment-là, quand l'armée m'a mis le compte là, avec l'histoire du couteau, je fais, c'est bon, là, comme pour la police, c'est bon, je me casse, tu vois. Ouais. C'est bon. Donc là, t'es dans l'optique de partir. Ouais, c'est bon, mais qu'est-ce qui se passe après? Mais tu peux pas partir. Tu as l'armée, c'est pas comme la police qui est civile où bah tu lettre de démission et tu te casses, tu vois. T'avais un contrat de 5 ans. À ce moment-là, ouais. Ok. Ouais, donc, mais là, t'arrives quasiment à tes 5 ans. J'avais fait premier contrat, non, j'avais un contrat de 4 ans. Le premier, c'était 5 ou 4, je sais plus. Le deuxième, c'était 5 ou 4. T'étais sur le début du deuxième contrat? J'étais au milieu du deuxième contrat. Au milieu du deuxième contrat. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, il me restait, je crois, 3 ans à faire. Ouais. Donc ils te disent, quand tu signes à l'armée, tu vois on t'explique la carrière, ce que tu peux faire après, et on te dit, bah, à partir de ton année de service, tu as ça, tu peux quitter, on t'aide, machin, t'as le détachement, t'as les emplois réservés, ça existe depuis maintenant, c'est spécifique, mais à l'époque, ça existait encore. Ils disaient, bah, t'as fait tant d'années de service, tu peux ça, tu vois, et c'était 5 ans, à ce moment-là. Donc moi, je vais voir, j'étais déjà largement au-dessus des 5 ans, je vais voir, je me renseignais, il fait, oui, effectivement, sur le papier, c'est marqué 5 ans, mais on a une note interne qui dit qu'on accepte seulement les gens à partir de 28 ans de service, tu vois, des trucs comme ça. Ou 18 ans de service. 28 ans, 18 ans de service. Tu vois, je fais ok, donc je suis dans le cadre, c'est marqué, mais vous avez des directives, dire non, on prend personne en dessous de 18. Tu vois, donc en fait, je suis comme un con. Donc je peux pas partir. Vous avez promis à tout le monde que tant d'années, si tu coches les cases, bah l'armée t'offre ça, et là c'est pas le cas, quoi. Donc je trouve comme un con. Je veux me barrer parce que vous me chiez dessus. Moi, de toute façon, je fais du mauvais esprit, je veux plus rester. Et le taf, je fais strict minimum pour justifier mon salaire, mais je fais plus d'heures, je fais plus rien. Tu vois, j'arrive, je fais mon job, je reporte. Il y a plus rien d'autre. Si je suis un optique de partir, c'est pas pour faire corps du zèle et me mettre à fond. Non, je fais juste ce pourquoi je suis payé. Tu vois. Donc moi, je profite pas de l'unité parce que je fais le strict minimum et rien du tout. Et voilà. Et donc non, je suis obligé de rester. Donc il va faire quoi pendant 3 ans? Je vais passer ma vie en arrêt maladie. Je vais vous chier dessus. Je vais faire que du mauvais esprit. Il va se passer quoi, tu vois. Donc après j'avais une bonne équipe, un bon chef, des bons trucs, donc je pouvais pas taper des arrêts, des trucs. Tu vois, les mecs ils étaient bien, ils bossaient bien, ils me faisaient absolument pas chier. Donc juste par respect pour eux, bah, je les bossais quoi, tu vois. Je faisais ce qu'on me demandait et je vais bien charrier mon adjudant-chef en disant adjudant-chef, si vous me faites faire cette merde, je me mets en arrêt, vous aurez personne. Hein. Et rigoler avec ça, mais j'étais jamais en arrêt, j'allais faire ces trucs parce que c'était un bon chef. Parce que ça c'est bien quand t'as des bons chefs, faut le dire que maintenant il en a aussi, il a vrillé aussi, il en a ras le cul, il s'est barré, il a pris l'acquis. Et quand t'as des bons chefs, faut remarquer, quand t'as des mecs qui bossent pour les mecs en dessous, t'as envie de bosser pour eux, quoi. T'as envie d'aller dans leur sens. Donc c'était vraiment un chef vachement agréable. Même si je l'ai pas mal charrié aussi avec tout ça. Ouais, du coup, il me foutait la paix, je pouvais prendre mes chiens, je pouvais faire mon truc. Et voilà. Et un jour, je croise sur le terrain, chef du chenil du CPA 20, tu vois. Et à partir de là, ça a commencé la partie silo. Donc il me voit avec mes chiens, et on me voit, il discute un peu, tu vois. Ah, petite parenthèse. Pendant tout ce temps-là, j'avais déjà développé les réseaux. Donc avant d'arriver à partie instructeur, j'étais sur les réseaux. TikTok, généralement, je montrais juste des vidéos. J'étais caché le visage, pas qu'on me voit. Je mettais aucun nom, aucune unité, rien. Tu vois, c'était. Mais t'étais en treillis avec tes chiens qui. C'est ça. J'étais en treillis. C'était mes chiens, mes équipements perso, tout était perso. Voire même les treillis, c'était des persos que j'avais achetés dans le civil. Tu vois. En fait, faut anticiper. Tu vois, tu dis, je filme ça. Un jour, l'armée, ça va pas leur plaire, comme le coup du couteau. Ils vont dire, ah tiens, ça c'est matériel militaire, ça, tu vois. Donc non, treillis perso, équipement perso, full perso, tu vois. Mes chiens, j'avais caché le visage, je montrais aucune unité, je montrais rien du tout. Et je m'amusais à faire des trucs qui se faisaient pas dans les forces. Ça n'existait pas ce que je faisais. Je faisais des progressions, je mettais le chien en bac, tu vois, je me faisais marcher à l'envers pour prendre des bacs, tu vois. Progression, tu progresses dans un bâtiment, t'as le chien qui prend l'arrière. Ça se fait pas parce que le chien est en groupe, il est à la fin du groupe avec le silo, donc ça se fait pas. De toute façon, ils sont pas en capacité, les chiens, de faire ça dans l'armée. Parce que pas de gestion émotionnelle. Donc je m'amusais à faire des trucs comme ça, tu vois, des petites vidéos, montrer des trucs, tu vois. Donc j'avais développé la partie réseau. Bon, j'étais inconnu, personne ne savait qui j'étais, ça déroulait, moi ça me plaisait bien, tu vois, de faire des trucs comme ça. Et voilà, donc après je reviens là où j'en étais. Donc le chef de Chine me voit, il vient voir un peu ce que je bricole avec les chiens, il me demande, ça t'intéresse pas de venir au Chine chez nous là, peut être intéressant, tu vois.
Je dis, bah là, moi qui étais parti en optique de quitter l'armée, j'en ai ras le cul de faire l'instruction, je voulais plus bosser pour ces chefs-là et ces officiers qui m'avaient chié dessus. Là, il vient, il me dit, tiens, on peut retourner en CPA. Je kiffe les CPA. Il dit faire du chien. Bah, je kiffe faire du chien, tu vois. Je dis, là, ça peut être intéressant, quoi. Donc, bah, je dis, ok, bah, vas-y, gros, on y va. Hein. Par contre, je vais poser mes conditions. Tu veux que je vienne? Il n'y a pas de souci, je viens. Par contre, si tu viens me chercher, toi, c'est que tu vois que j'ai quelque chose à t'apporter. Tu vois, c'est pas moi qui toque à la porte pour rentrer, tu vois. Tu veux me débaucher. Là où je suis, ok, il y a plein de trucs qui me font chier, mais je sais où je suis, tu vois. Je sais ce que je peux faire, pas faire. J'ai mes libertés et j'ai une vie cool. Hein. Au niveau instructeur, j'avais beau être caporal-chef à ce moment-là. Je bossais qu'avec des adjudants, des gens-chefs, et tout le monde était au même grade, tu vois. Il n'y avait pas de frontière sous-officier-officier. Sous-officier militaire du rang. Officier, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'était agréable, il n'y avait pas de hiérarchie linéaire, tu vois, c'était propre, on bossait entre collègues, et c'était vraiment une ambiance agréable. Et là, moi, il vient me voir, il vient me recruter, et je dis, ok, bah, je posais mes conditions, je viens, il n'y a pas de souci. Par contre, si je viens, bah, je veux pouvoir emmener mes chiens. Tu vois, parce que là, j'ai tout le temps mes chiens avec moi, un boss, je vais pas aller partir nouveau 8-10 heures par jour, les laisser à la maison, rien faire, tu vois. Je dis, là, je peux prendre mes chiens avec, c'est cool pour eux, c'est cool pour moi, je veux qu'ils puissent venir. Je sais que c'est interdit, mais je dis, voilà, si t'es pas en mesure de pouvoir me laisser prendre mes chiens, bah, je vais déjà décliner ton offre. Il me dit, ok, pas de souci, tu peux les prendre. Hein. De toute façon, il y a plein de chiens, ils feront pas la différence, c'est du malinois, il y a plein de malinois, s'il y a un truc, ils verront jamais que c'est pas un chien militaire, tu vois. Je dis, ok, premier truc. Il dit, par contre, je viens pas pour faire le militaire moyen, tu vois. Je m'approche doucement de la quarantaine, tu vois. J'ai une expérience d'instructeur, c'est là 3 ou 4 ans que j'étais instructeur. C'est dans le chien, ce que tu vois, je suis pas dégueu. Donc je pense, oui, j'ai une partie maître au chien à apprendre, toute la partie opérationnelle, sinon évidemment je vais apprendre. Par contre, la partie dressage, je pense que je suis pas dégueu et je pense que je peux apprendre des trucs. Tu vois. Donc je veux une partie instruction, tu vois. Et là, ça tombe bien, le caporal chef l'instruction, il se casse, il se part bientôt, mais tiens, on pourrait te mettre à cette place-là. Ça, tout ce que tu vas faire, c'est là avec les mecs. Tu vas voir tous les défauts qu'ils ont avec les chiens, tu vas pouvoir corriger ça. Tu vois, bah c'est cool, tu vois. Comme la même truc que la partie sport de combat, mais version chien, tu vois. Je vais sur instruction, tout ce que je vais faire, c'est avec les mecs, corriger tous les défauts qu'ils ont avec les chiens, tous les petits détails, optimiser. Et tout ça. Donc, sur le papier, ça vendait du rêve, tu vois. Je fais, putain, c'est excellent, tu vois. Par rapport à réalité. la réalité, après, elle te rattrape, tu vois. Et l'adjudant-chef, là, qui m'a recruté, si tu me regardes, attention, un de ces quatre, il s'est barré entre deux, tu vois. Maintenant, il me pourrit encore la vie aujourd'hui. Ah merde. Donc là, on parlait, mais tous les jours par WhatsApp, il se sortait de du cul pour que j'arrive. Moi, je de mon côté, parce que l'instructeur, il y en avait peu, donc il lâchait pas les mecs. C'est compliqué derrière de rechanger. Ouais. Surtout que tu as déjà changé plusieurs fois. Donc... Ouais, c'est vraiment compliqué. Donc il a vraiment fallu justifier, montrer, prouver. Il a fallu se battre pour que je puisse y aller, tu vois. Donc le mec, il me voulait, donc il s'est sorti les doigts pour que je puisse venir. Moi, j'ai fait mon job de mon côté. Et après, en tant que petit caporal-chef, tu fais pas grand-chose, tu vois. Ouais. Voilà, donc ils gèrent leur mamaille. C'était pas évident, mais j'ai fini par réussir à intégrer le CPA. Et le mec, l'adjudant-chef là, il se barrait en retraite, tu vois. Enfin, il se barrait. Et il allait monter sa boîte dans le civil. Donc lui, il voulait que j'arrive pour qu'on bosse, machin, et je suis arrivé, il était plus là, tu vois, il était entre deux, tu vois, il faisait sa life, mais il était plus là. Il y a d'autres chefs qui ont commencé à prendre. Ok, donc il te fait venir, puis il part, mais ça a duré combien de temps, cette transition? Quand lui s'est barré, instantané, en fait. Quand le temps de blablater par WhatsApp et que j'arrive à gérer le truc avec lui, quand je suis arrivé, il était déjà plus là. Ouais, mais du coup, ça a duré 6 mois. 6 mois? 5-6 bah alors pourquoi il est venu te voir si 6 mois plus tard? C'est ça, il savait qu'il allait que se barrer, tu vois. Mais il te l'a pas dit? Il me l'avait dit, mais il m'a dit du style, bah t'inquiète, mais je pars pas tout de suite, on aura encore le temps, machin, okay. Tu vois. Je suis sur le départ, mais on va quand même bosser ensemble, tu vois. Et quand je suis arrivé, il était là encore officiellement, mais il était plus là. Tu vois. Il était noté présent, mais il était plus là. Tu vois. Il faisait sa petite vie. Et il y avait d'autres chefs qui avaient repris la place. Tu vois. Il y avait un chef, il y avait un adjoint, et c'est des mecs que j'avais formés en étant instructeur, tu vois. Donc toute la partie sous-officier du chenil, je les ai tous vus passer chez moi sur le combat, sur des stages. Sur le combat et sur d'autres activités terrain, avec du combat bagarre et du combat d'infanterie ou commando. Donc je les avais sur le terrain et je savais ce qu'ils valaient les mecs, tu vois. Je savais si c'était des chèvres ou des bons mecs. C'était des chèvres. Donc la partie combat. Bons mecs, forcément c'était des bons mecs parce que tu étais instructeur et ils essayaient d'aller dans ton sens pour que tu leur foutes la paix, tu vois. Mais dans la partie purement combat, enfin des chèvres, j'abuse un peu, tu vois. Mais t'as pas de quoi te la raconter, quoi. T'es pas 20 partout, t'as même pas 18 partout, t'es moyen dans tout, tu vois. T'es pas nul, t'as réussi les trucs, mais t'es pas non plus une machine de guerre dans le truc, tu vois. Donc je suis arrivé là-bas, c'est les mecs là que j'avais. Après, je les aimais bien, j'avais pas de soucis avec eux, ça déroulait. Mais déjà là, ça commençait à remettre des petits trucs en question, tu vois. Sur la place à l'entraînement, déjà, à l'instruction, ils ont mis quelqu'un d'autre à la place, tu vois, c'était pas moi. Ils ont commencé à me blinder de taf. Mes chiens, j'ai ramené, ils commençaient à regarder de travers que j'avais mes chiens. Puis du coup, sur les exercices qu'on faisait à l'extérieur, ils avaient leurs chiens. Moi, j'avais mon chien militaire, on m'avait filé, parce que je te le dirai juste après aussi, un petit truc avec ça. Donc je prenais mes chiens plus mon chien militaire.
Et mes chiens civils, forcément, ils envoyaient. Tu en faisais des exercices standards, une succession de trucs, progression, un peu de tir, envoi sur mordant, 2-3 conneries. Et j'allais voir un sergent que j'avais, mon chef de groupe. Il m'a dit, écoute, corps ça peut exercice, mais intègre-moi du laser, intègre-moi tel truc. Et moi j'arrivais, mon chien faisait faire toute la multitude de panels. Mon chien civil, j'employais, après mon chien militaire évidemment. Mais j'employais mon chien civil et je montrais aussi les capacités du chien, de mon chien, quoi, du dressage qu'on pouvait mettre en face, qu'on pouvait mettre sur le cabot. Et ils étaient en train de développer un nouveau truc, le CPA 20. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, aujourd'hui, je l'ai mis en place et ça intéresse plein de pays. Mais à l'époque, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je suis honnête. Le guidage par drone. Donc en gros, tu pètes ton drone et le chien, il suit le drone. Ce qui te permet de guider le chien à un endroit précis, d'avoir un retour vidéo et de demander au chien de faire telle ou telle mission. Tu as reconnaissance de la reco, de l'olfaction, peu importe, de l'attaque. Ils ont commencé à mettre ça en place. Je suis arrivé, j'ai regardé un peu. C'est hyper contraignant là-bas. Il faut forcément que tu aies la formation drone, que tu aies machin. En plus, c'est sur la base aérienne, tu ne fais pas voler ce que tu veux. Ouais. Ils avaient commencé à mettre le truc en place, mais c'était, pour moi, c'était dégueu. Ça sautait, ça essayait de bouffer le drone, tu vois, c'était dégueulasse, tu vois. Mais je fais par contre, c'est bien. Opérationnellement, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, à l'ère du drone, tu vois, pour mixer ça, tu peux imaginer plein de possibilités après. Je lui dis, tu sais quoi, j'ai de mon côté, je me suis pris un petit drone, je me suis dit, je vais essayer, je vais bricoler, je vais voir ce que je peux faire, tu vois. Puis j'ai pris les DJI avec les hélices pas protégées. Je me suis dit, putain, si je me foire, le chien met la tête dedans, il va pas rigoler, tu vois. Donc c'était un peu chaud. Ils se sont jamais fait couper. Et en 15 jours, j'ai mis le dressage, tu vois. Le chien, il suivait le drone, il était piloté par drone, je l'ai envoyé où je voulais. Et je suis arrivé un jour sur un entraînement, je sais pas, les gars, regardez, tu vois, j'ai pété le drone. Les mecs, ils étaient dans le véhicule, et j'étais là, tu vois, ils ont tourné la tête, ils ont fait style, et ils voient rien, et ils s'en battaient les couilles, tu vois. Que genre, c'était jamais arrivé, ce truc-là, tu vois. Et après, ils ont sorti des vidéos, après 2 ans de développement, sur les premiers chiens qui ont, machin, tu vois, le CPA20, donc ça, j'étais déjà barré, mais ça, c'est de l'après, j'avais déjà mis un tir sur ça, là, avec ces trucs de mytho, ça m'avait saoulé, genre des trucs de mytho. Voilà, donc j'avais bien développé toutes ces parties-là avec mes chiens. Et mon chien militaire, ils m'ont filé, il avait 5 ans, il a été passé par 4 ou 5 mètres avant, il savait rien faire. Il y a des trucs de base. Vraiment, quand tu récupères un chien, t'es censé passer, je sais plus qu'on s'appelle, un brevet, un truc comme ça. En gros, une succession d'épreuves standards pour montrer, ok, le chien, il a moins les bases. Et dans les bases, il y avait le debout. Tu vois, le chien se met debout. Et le debout, il l'avait pas. Tu vois, il a fait quoi pendant 5 ans? Tu vois, les mecs, j'en ai passé, ou comment c'est passé? Le chien était éclaté, il était agressif, il a mordu un collègue. Je l'ai envoyé à l'attaque, il mordait, mais il était indécrochable, tu devais le décrocher mécaniquement, donc comme tu as pu voir des fois sur des vidéos IS-132, où ils viennent écraser la trachée pour que le chien lâche la prise et te récupérer, ces trucs, moi ça me saoule. Donc un chien qui est comme ça, il devait avoir 6-7 ans du coup, je sais pas. Il avait 5-6 ans, ouais. 5-6 ans, c'est trop tard après, c'est ça pour le... Non, pas du tout. Ah, on peut rattraper les choses. Un mois, c'était réglé. Ah, ok. Non, c'est easy, mais en fait, j'arrive. Ouais, c'est-à-dire que le travail n'avait pas été fait. Ouais, et toi, t'es arrivé et t'as dû dresser un chien de zéro, quasiment, et c'est pas normal. Et c'était pas mon taf. Militaire du rang, tu dresses pas. Militaire du rang, tu conduis. Donc tu récupères ton chien, il est déjà prêt. Les sous-officiers sont censés l'avoir dressé, tu vois. D'accord. Donc après, les militaires du rang sont censés faire du travail continu dessus pour maintenir. Mais là, j'ai un chien, il faisait le bordel. Il y avait plein de bugs de merde. Comme un truc, un exemple à la con. Un conditionnement pourri que les mecs mettent tout le temps, donc le chien qui tire en laisse. Donc c'est de la merde, même pour le civil, et l'armée, moi je t'en parle même pas. Quand t'es en groupe, que tu progresses, ton chien te met des à-coups, il tire, c'est inops au possible, tu vois. Et le chien, il tirait, mais les mecs, ils avaient conditionné, dès qu'il tire, en gros, je m'arrête, je recule, je fais revenir le chien à moi, il se remet là, et j'avance. Sauf que le chien repartait tirer, il faisait que des boucles comme ça, tu vois, le chien, ils entraînaient. Ouais, donc t'avances pas. Pour la partie dressage, tu vois, la partie dressage, ok, mon chien me casse les couilles à tirer, je mets la sanction, il revient, ok. T'as tiré, je t'ai sanctionné, tu t'es remis là, je t'ai récompensé. Ok. Dressage. Le chien a foulé, il repart, resanction, il revient, il repart, resanction, il revient. Il fait que le chien crée une boucle. Il fait qu'après le chien, il avançait, il sentait une tension. De lui-même, il revenait, il faisait ça, il faisait qu'une boucle. Il faisait le fou, il faisait des boucles comme ça. Parce qu'on l'avait conditionné. Je me dis, tu veux que je fasse quoi avec ton chien? Je me mets en groupe, le chien va faire des boucles comme ça autour de moi, tu vois, parce que on lui avait appris de la merde. Plein d'erreurs techniques. Pareil pour la partie mordant. Je dis, le chien qui n'a pas de cessation, quand je dis pas halt, il break pas, c'est mort, tu vois, il n'y a pas de contrôle. C'est la partie légitime défense, donc tu as la partie CPA20 où tu es employé aussi dans les cadres où la légitime défense peut être employée. Si tu dis à ton chien de cesser que tu n'es plus en cas de légitime défense, que tu dis à ton chien de cesser qu'il ne cesse pas, c'est pas bon pour toi, quoi, tu vois. Donc le chien, je ne l'ai pas fait mordre, il a plus mordu pendant un mois, j'ai juste bossé pendant un mois comme un porc, sa maîtrise, sa gestion émotionnelle, c'est mon domaine de compétence, la gestion émotionnelle des chiens. Et je l'ai renvoyé attaquer, j'étais à côté de l'homme d'attaque, le chien au pied, sans laisse, attaque, il a mordu, j'ai dit arrête, il a breaké, il est revenu au pied, sans laisse, on est reparti. Sans sanction, sans la partie autocontrôle, tu n'amènes pas par des grosses sanctions, c'est juste des exercices très progressifs, très structurés qui amènent le chien
à maîtriser ses émotions et être gérable. J'ai mis le drone terrestre, qui suivait le drone terrestre, j'ai mis le laser, les marches au pied, les changements de positionnement au pied. Ça aussi, c'est intéressant, les mecs qui bossent pas ça. C'est intéressant en fonction de comment tu progresses, en fonction de l'angle, si tu vas faire une ouverture d'angle. Si ton angle est à gauche et ton chien à droite, ton ouverture d'angle est un peu baisée, tu vois. Ton chien va être visible avant toi. Donc, j'ai entraîné le chien à bifurquer au milieu ou à gauche. C'est-à-dire qu'il regarde comment tu tiens ton arme, si tu la tiens... Non, pas comme ça. Tu vois, je progresse. Mon chien, par exemple, est à droite. Donc, soit un verbal, mais c'est pas hyper ops, ou juste le fait de venir, je viens lui toucher la tête, là, j'ai un truc pour toi, bam, et là où je viens positionner ma main ensuite, il redécroche par l'arrière. Ouais, je me disais juste avec chaud. Ce qui me permet, voilà, je garde la main forte sur l'arme et après je dis au chien, ok, à droite t'es pas bon, tiens, repositionne-toi là. Il se va se positionner là et directement il part ensuite au pied, en marche au pied, il est entre mes jambes ou à gauche, à droite et je peux progresser et évoluer en fonction de l'environnement, tu vois. Et pas avoir un chien qui fait sa life ou... Dans un groupe, donc, moi, je connais plus le côté section infanterie classique. Ouais. Donc, section infanterie classique, il y aura un maître chien tout seul et il sera plus souvent un peu en arrière ou alors de temps en temps, il va avancer si besoin. Mais dans un groupe commando qui va pouvoir progresser, le chien, il est plutôt à l'arrière. C'est ça, non ? c'est ça, c'est assez standardisé, oui. Donc, pour l'ouverture d'angle, c'est rarement lui qui va la faire et qui va avoir le chien à côté. C'est ça. C'est ça, mais parce qu'on se limite dans les compétences du chien déjà, parce que le chien n'est pas capable d'eux. Ouais. Forcément, quand on passe au Donc mec, on adapte et on met le mec derrière alors qu'on pourrait l'avoir devant en fait. Et... Ouais, et après, réellement, tu peux comme t'amener à faire une ouverture d'angle. En fait, t'as ton groupe, tu pourrais dans un bâtiment. À un moment donné, tu passes devant des ouvertures, tu vois. Rien ne t'empêche de, pas faire une ouverture d'angle, mais prendre des secteurs, des trucs, positionner le chien de façon stratégique. Ou tu vois, il y a plein de. En fait, faut pas se limiter à dire de toute façon, je ferai pas ça. Ouais, mais tu feras pas ça parce que t'as rien à proposer pour pouvoir faire ça, tu vois. Propose des trucs, montre que ton chien est capable de faire ci, faire ça, et peut-être que les missions vont évoluer. Ils ont pas la compte du CQB, donc du combat au milieu clos. Le chien pareil tout le temps à l'arrière, et quand il est employé, ça arrive, c'est juste lâché dans une pièce, ça fait le coup de la pièce, ça a besoin de taper quelqu'un, ça tape quelqu'un. C'est très standard. Je développe des trucs, après, opérationnellement, si c'est opérationnel ou pas, j'en sais rien, mais à faire des entrées de pièces avec le chien. Tu vois, j'arrive devant l'ouverture, je dis juste parce que je viens pincer un peu la ligne du chien, il sait qu'il doit rester en stand-by, je fais mon ouverture d'angle, je passe de l'autre côté, je check ma pièce, je vois est-ce que j'ai un mur, j'ai pas de mur, quels sont les angles les plus importants, et en fonction de ce que je fais, je touche le mur, je fais un signe à mon chien, lui il va prendre un angle pendant que moi je vais prendre d'autres angles. Donc je rentre dans une pièce, si moi je veux qu'ils soient en croisée, je vais être là, donc j'ai mon chien en face, j'ai l'ouverture à droite, je vais toucher le mur, il sait que quand je touche le mur, lui il doit rentrer dans la pièce et directement aller checker l'angle. Donc ce qui fait que moi je peux rentrer de l'autre côté, et lui il m'assurer mes bacs, tu vois. Ouais, je vois. Après, ça me semble un peu compliqué d'avoir les yeux vraiment rivés sur ce qu'on va regarder pour l'ouverture d'angle où il faut être ultra concentré à ce moment-là et en même temps de checker le chien pour le toucher, pour le contrôler. En fait, moi, c'est plus ça parce que quand on fait l'ouverture d'angle, quand on rentre dans une pièce à deux, qu'il y en a un qui se met côté porte et l'autre et que les deux rentrent, les deux sont les yeux rivés sur la pièce. Et pas au pied. Déjà le chien, tu l'as pas à côté de toi, et de l'autre côté en fait. Moi je te disais solo. Je te parlais juste en fait, je faisais un dressage solo pour m'amuser, pour montrer les compétences, parce qu'après, là, en ce moment, je travaille pas qu'avec l'armée, je fais avec les polices étrangères, où ils sont beaucoup moins nombreux, tu vois, c'est pas des groupes entiers qui rentrent, ils sont souvent à deux, tu vois, voir. Oui, donc alors le chien est carrément pratique. Où tu pourrais l'employer, tu vois, donc hors cadre militaire, forcément ça s'intègre pas dans les groupes, tu vois, les constitutions des groupes. Mais et en fait, le chien reste, toi tu fais ton ouverture d'angle, tu passes de l'autre côté et t'as pas besoin de regarder le chien. En fait, le chien est conditionné, il te regarde, il te fait confiance. Toi, t'es sur ton ouverture, tu fais ok, là, j'ai rien, j'ai décidé que je veux que le chien entende croiser, je suis toujours sur mon truc, ma main forte sur l'arme, je viens poser la main sur le mur et que je sais par l'entraînement que quand je le touche, le chien va démarrer. Je pourrais, par l'entraînement, j'arrive, je vais la main, je m'arrête au mur, tu sais, il est là, ouais, effectivement, ouais, ok. Dès que je touche, il rentre. Ouais, du coup, je reste rivé sur l'objectif, je suis là, je touche, et après, je rentre, et lui rentre en même temps. Et je le vois dans mon champ de vision, tu vois la masse du chien, même si tu check, avec ta vision périphérique, tu vois la masse qui rentre. C'est que le chien est conditionné à prendre tes bagues, tu rentres dans la foulée. C'est un cas à la con, mais tu vois que je m'amuse à faire, mais qui intéresse, pour le coup, des forces étrangères. Tu vois, là, j'ai parlé il y a pas longtemps, je t'ai invité à un événement des forces spéciales, des unités spécialisées en Allemagne, et j'ai la police, l'antiterrorisme bulgare qui est venu me voir. Putain, c'est toi. On s'inspire de tes vidéos, de ces cubis que j'ai fait quelques vidéos en anglais pour leur chien, tu vois, pour leur unité antiterroriste. Où j'avais fait une vidéo où il y avait un intérieur de bâtiment reconstitué. Je prenais l'appui, il y avait un couloir avec plein d'ouvertures, de portes, et je prenais l'appui sur le couloir et juste mon chien, je le guidais. Il rentre dans une pièce, tu check, ok, tu sors, c'est qu'il n'y a rien. Check l'autre pièce, tu ressors et aux ordres, en fait, il va checker les pièces. Avec moi, je reste juste sur l'appui, tu vois. Donc solo, mon chien check les pièces. Et je sais que si ça tape, je vais l'entendre et je sais que je dois enquiller derrière le chien, tu vois. Et ça, l'antiterro se sert de ça pour entraîner leur mec et mettre des conditionnements sur leur truc, tu vois.
En fait, je crée des trucs, je m'amuse, je fais est-ce qu'il y a un intérêt opérationnel ou pas? J'ai de base, il peut en avoir un parce que ça se goupille avec les articulations des unités à voir. En tout cas, je montre que le chien, il y a des capacités. En fait, tu te limites parce que tu dis le chien doit rester à l'arrière, il va tirer à mort, tirer à machin. Le chien peut faire ce que tu veux, tout est gère. Il peut t'assurer les bacs, il peut le laisser en appui à un endroit, faire ta life si quelqu'un rentre dans un certain truc. Enfin, tu peux tout faire. Mais les mecs, ils se limitent déjà parce que quand ils rentrent, ils suivent un canevas. On te dit, t'arrives, t'es vierge, on te file le canevas maître chien. Bah, le chien, il fait ça, ça, ça. Toi, tu dois faire ça, ça, ça. Et en fait, les mecs, ils restent dans ces limites, ils sortent pas. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça. Tu vois, ils pensent, ok, bah, le boulot est comme ça, les limites du chien, c'est ça. Et après, moi, de base, quand j'ai travaillé avec mes chiens, j'avais pas de limite, vu que j'étais pas sino, je connaissais pas tout ça. En fait, je suis arrivé, j'ai fait ma life, tu sais, le truc de, j'aimais la phrase, on leur a pas dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait, tu vois. Ouais. Moi, je savais pas, tu vois, donc je me suis abusé, j'ai bricolé des trucs. Et après, quand je suis arrivé, j'ai vu le niveau était bas. Tu vois. Il y a des mecs qui casaient bien, qui avaient des bons chiens. Et il y a des mecs, parce qu'ils étaient dans le... Ils faisaient ce qu'on leur disait, pas plus, ils réfléchissaient pas. Ouais, donc toi, t'es arrivé, tu t'es senti un peu syndrome de l'imposteur, tu pensais que t'étais pas du tout au niveau. Ouais. Finalement, tu débarques en unité, tu te dis, en fait, ils sont pas bons. Ouais. Et moi, je disais... C'est con de dire ça, tu vois. Après, c'est pas dire, ils font pas bon. Il y en a des mecs qui étaient bien. Oui. Ah, il y a des mecs qui veulent bosser, mais bosser un chien, c'est un être vivant, c'est une psychologie à part, ça a un fonctionnement complètement rien à voir avec l'homme. Et on était encore beaucoup dans les techniques des années 80-90, les gros saccades, des grosses sanctions, tu sais, pour péter le chien et obtenir ce qu'on veut, ce qui est pas du tout réellement efficace pour vraiment développer les capacités du chien. Donc les mecs, on leur a dit, c'est comme ça. Les mecs, ils savent pas, ils le font. Les mecs, ils ont pas les compétences et les connaissances de la psychologie du chien pour amener plus loin. T'as des mecs qui s'en foutaient complètement. Ils n'ont rien à foutre, ils étaient là parce que c'était cool d'être là, tu vois. Mais il y a des mecs, quelques mecs qui avaient les bons raisonnements, qui développaient des bons trucs et voilà. Après les meilleurs. J'ai beaucoup, moi, de jeunes qui me contactent en me disant, je veux aller au 132e RIC. T'as un livre, du coup, pour les jeunes qui veulent rentrer, devenir maître chien, qui leur permettra de bien comprendre la psychologie du chien et savoir, donc il y a ton Instagram il sera dans la description de toute façon du podcast, mais est-ce que tu as un livre sur la psychologie du chien ou quelques ressources que tu recommandes? Ouais, j'ai pas mal de ressources, ouais. J'ai un club privé, donc Patreon, où je mets 1 milliard de vidéos sur la psychologie du chien, les fonctionnements, toutes les problématiques. Ouais. J'ai écrit un bouquin qui est aux éditions Amanus. J'ai un book qui est en ligne sur l'autocontrôle du chien, en gros la gestion émotionnelle du chien, donc la psychologie du chien. Prenez le chien. En fait, dès que tu amènes le chien à se gérer émotionnellement, tu peux tout faire. En fait, le chien, il fait que de la merde parce que il se gère pas. En fait, il y a un truc cool, il veut aller, il tire, il fait de la merde, tu vois. Et t'es obligé de le contenir par des sanctions. Il dit, putain, je fais ça, mais j'ai envie d'y aller, tu vois. Et moi, j'ai la capacité de, tu vois, je fais ce qu'on me dit, c'est cool, ma vie est belle, tu vois, et je me stabilise. Une fois qu'il est stabilisé émotionnellement, tu peux tout enquiller, tout faire. Et après, c'est cool, il y a des, c'est pas trop développé encore, là, ça fait quand même quelques années que j'en parle fortement de ça commence à développer. Je sais que les forces, en ce moment, ils sont en train de faire un virage et ça commence à bien bosser. Je suis contacté par des unités opérationnelles, armée de terre, police, machin, là. Et, mais c'est là que c'est drôle, tu vois. Donc, je disais avant mon chef de chenil, donc je suis arrivé, après il s'est barré. J'ai eu plein d'histoires, hein. J'ai été convoqué par la DRSD, donc le renseignement militaire, qui essaie de me foutre dedans, par ma C1. En me disant à chaque fois mes vidéos, tu sais, mettez les trucs, parce que je suis arrivé très rapidement, comme j'ai vu qu'on s'était foutu de moi, que j'aurais pas les trucs, je suis les gars, en fait, je retourne dans le même mindset qu'avant, c'est je me casse, tu vois. C'est les fins de contrat, vous m'oubliez, je me barre, et je vais ouvrir un truc dans le civil et terminer, quoi. Et mon chef de chenil, lui, va se barrer dans le civil, tu vois. Donc, ça a piqué un peu que, ça c'est mon analyse en tout cas, que moi j'allais me barrer et faire mon truc. Surtout que j'allais monter une boîte avec un autre mec du CPA qui se barrait aussi, tu vois. Et pas rien enquis avec eux. Donc après, est-ce que c'est ça, pas ça, je sais pas. Dans tous les cas, d'un coup, alors qu'avant jamais de soucis, la DRSD m'a convoqué, j'étais convoqué par la colonelle qui me parlait de mes vidéos, elle me disait, tu sais, maintenant les Chinois ils regardent ce que tu fais, ils te servent de tes vidéos pour tuer nos hommes. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai mis plein de trucs sur YouTube, vous allez taper armée de terre, légion, machin, vous voyez un million de vidéos de combat de vous. Je pense que la Chine va d'abord s'inspirer de ce que vous mettez sur les réseaux, plutôt que moi, un pauvre inconnu avec un vieux compte TikTok à faire des trucs, tu vois. Enfin, c'est des conneries comme ça qui me gavaient, je fais, c'est autant fait, je mettrais un jogging rose, comme ça, vous serez content, tu vois. Mais du coup, là, tu montrais ta tête sur les vidéos. Non, après, j'ai montré ma tête seulement après que j'ai quitté l'armée. Et comment on savait que c'était toi, alors? Ça a vite tourné, après. Ah, ok. Ça a fini par tourner, tu vois, un mec qui un jour qui a dû reconnaître, ou, tu vois, ça a fini par tourner, ça se savait. Mais non, j'étais toujours dans mes équipements perso, je montrais pas ma tête, je mettais pas d'unité en avant, je mettais rien, c'était sombre. Ouais, après, tu faisais du combat. Moi, les vidéos, j'ai tout de suite mis ma tête.
On me l'a pas trop reproché, mais on me regardait un peu de travers. Et on me disait que c'était les officiers, enfin mes supérieurs me disaient c'est un truc de bitos. Faut pas faire ça, faut laisser ça aux militaires du rang et c'est indigne d'un Saint-Cyr de faire des vidéos sur TikTok. Moi je disais bon, moi ça me fait plaisir de faire des petites vidéos qui aident les jeunes, mais je faisais des vidéos conseils, orientation sur l'armée. Donc c'était pas du domaine tactique, moins sensible et moins surveillé. Donc c'était un peu plus accepté. Mais effectivement, c'est ce que tu fais, non, ça va pas. Enfin, après, dans tous les cas, l'information, elle peut servir à tout le monde, oui, mais c'est pas, faut pas se monter à l'envers. Et surtout, quand il y a ce genre de raisonnement derrière, faut se rappeler que tout l'armement français, il est public. Sur le Sénat, il y a tout qui est publié. La doctrine militaire, on tape doctrine infanterie, ben on retrouve les manuels de chef de section, on retrouve tout en fait. Ouais, il y a tout qui est déjà en ligne. Tous les trucs officiels de l'armée sont déjà sur Internet. Et les trucs avec écrit diffusion restreinte en gros, secret défense en gros, même carrément sur certains documents, on les retrouve en ligne. Donc je trouve que c'est un peu paradoxal de reprocher ça alors que à côté de ça, l'armée n'arrive pas à cacher certains documents, certaines informations et que le droit français au niveau du ministère des Armées et de tout publier, de tout rendre public. Donc, bon. Ouais. Mais bon. Ouais, voilà. Mais il y avait, je pense que c'était mon chef de chine derrière, que ça ne pesait pas et qui mettait les petits coups, tu vois. Donc, Ok. chaque fois que je le voyais, qu'il y avait un truc, lui et un autre comparse à lui. Mais pourquoi est-ce qu'il t'en a voulu? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui alors qu'il est parti? Je sais pas. En tout cas, je sais que c'est lui, parce que je te le dirai après deux, trois histoires. Donc je sais que c'est lui. Alors j'imagine, en tout cas, c'est mon analyse. Hein, il m'a fait venir au chenil alors qu'il se barrait. Pourquoi, tu vois, quel intérêt en fait. Il s'était fin de truc, il se barrait. Je l'ai quasiment pas vu, mais je sais qu'il avait monté une entreprise de formation dans le domaine canin, dans le civil, tu vois. J'avais ma autorité, j'ai sur les réseaux à l'époque. J'ai quasiment 1 million d'abonnés sur TikTok. J'ai une bonne visibilité, tu vois. Et moi j'arrive et je dis, les gars, déjà votre truc c'est de la merde. Enfin, tu vois, vous vous êtes foutu de ma gueule, vous m'avez promis des trucs, donc déjà, ça part mal et je retire sur mon truc. Et en plus, je vais me barrer, mais je vais me barrer avec un autre caporal-chef qui se barrait, qui veut ouvrir sa boîte, tu vois, et je vais faire mon truc de mon côté, tu vois. Donc à tout moment, ça n'avait pas plu que je pouvais potentiellement faire de la concurrence, tu vois, taper dans des unités qu'il voulait. Maintenant, je le sais parce que je sais qu'il s'amuse à téléphoner à gauche, à droite, et à mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Le mec, je l'ai pas revu depuis, je l'ai pas rediscuté depuis avec elle, on s'est jamais expliqué, il n'y a jamais d'embrouille, il n'y a jamais rien eu. C'est dommage parce qu'en plus, en étant ami avec toi, ça aurait pu lui attirer du bon et il y a de la place pour tout le monde dans le business. Faut toujours se redire ça, quoi qu'on fasse. Bon, mauvais raisonnement. Et lui aujourd'hui, il finit sur des événements d'airsoft et moi, je fais des trucs un peu plus intéressants à gauche à droite. Ouais. Donc le karma fait son job. Tu vois, c'est ça. Quand tu es honnête, que tu vas bien, en général, ça se passe bien pour toi, tu vois. Et quand tu fais des fils de bip, tu vois, il se passe des mauvais trucs. Donc, qu'est-ce que je dis avec ça? Ouais. Donc voilà, 6 jours après Maître Chien, c'était quand même cool. Ouais. Et derrière, ça finit par pas bien se passer, donc des RSD, un peu des menaces, tout ça. Oui, à mort. Et tu finis par quitter l'armée, et là tu bascules sur tes carrières civiles, donc de formateur en dressage cynophile. C'est ça. Comment dressage cynophile? Ouais, c'est dressage de chien. Dressage de chien, ok. Simple. Je sais pas ce que tu dis. Ouais, mais c'est ça. Mais ouais, donc juste pour finir avec la partie armée, donc la partie cyno c'était quand même cool, c'était quand même bien parce que c'est cool de bosser avec des chiens. Les mecs sont cool, enfin le boulot est vraiment top. L'unité était pas mal, mais c'est toujours pareil en fait. Quand t'as des chefs au-dessus qui te cassent les couilles, qui te pourrissent, l'infantilisation aussi a été infernale. Ce qui m'a fait vriller, ça a fini de mettre le coup dans le cercueil. J'étais caporal-chef déjà depuis 2 ans, je crois, un truc comme ça. J'avais commandé des groupes de 40 mecs, j'avais des officiers, des officiers. En fait, tu vois, je savais manager un groupe, je savais gérer, et j'ai toujours eu des bonnes notations au niveau de l'instruction, tout mon truc, tu vois, du management des hommes. On me dira, t'es caporal-chef, mais il y a un truc nouveau qui est sorti maintenant, il faut que tu fasses cette formation-là pour valider que t'es apte à prendre des commandements de bonhomme. Je dis, putain, casser les couilles, et c'est quoi? Donc, j'ai 1 semaine par un basier, donc un ORSP, un mec, peut-être un comptable, un secrétaire, n'importe quoi, un mec qui a jamais commandé qui que ce soit, qui va t'apprendre à toi, dans la spécialité commando, à commander des mecs. Et il fallait faire un truc en ligne, il fallait télécharger. C'était un truc génial. J'étais caporal-chef dans l'espace sur une mission lunaire, tu vois. Et il se passait des événements, il fallait que je réponde. Mais un truc de débile profond, tu vois. Je dis, c'est quoi vos trucs de merde, tu vois? Je suis en unité opérationnelle, je suis en CPA, ou je sais quoi ces trucs? C'était le dernier clou en cercueil, je faisais. Allez chier, les gars. Vous me gavez. Donc c'est pas l'armée qui m'a gavé, c'est pas les collègues ou le fonctionnement, c'est vraiment une multitude déjà de petits trucs de merde comme ça, et pas mal de commandements qui vient pourrir à chaque fois tous les trucs. Donc ouais, après je me suis barré, voilà, Finex, l'armée. Malgré tout, j'en garde un bon souvenir d'armée, c'était quand même pas mal.
Mais je suis quand même pas mécontent d'être parti dans le civil, tu vois. Après, si on fait autant de temps dans l'armée, c'est que on a quand même trouvé son intérêt, c'était quand même bien. Mais après, quand ça va plus, en fait, faut se casser, faut pas rester jusqu'au bout. Enfin, c'est comme la police, en fait, ça colle pas à ce que je voyais du truc. Fini quoi. Les gars, je vais pas rester là, faire vos esprits, vous me saoulez, je vous saoule. C'est terminé. Quand recruter un jeune qui a la foi, qui a la motivation, moi je me cache, je fais mon truc, terminé quoi. Donc voilà, retour civil. Bon, ça leur a pas pris. Ils ont encore essayé de me mettre des petites couches en partant, tout ce qu'ils pouvaient. Parce que ça leur plaisait pas que je puisse finalement me casser. Mais je suis passé à travers les gouttes, ça s'est bien passé. Donc maintenant, ouais, j'ai une entreprise dans le privé. Donc là, je fais tout ce qui est chien, donc dressage civil. Beaucoup tout ce qui est réactivité, agressivité. Le assis, le coucher, tout ça, déjà c'est extrêmement standard et les gens font pas appel à moi pour ça. Mais souvent des trucs que peu arrivent ou galèrent, c'est quand les chiens sont agressifs, réactifs, qui déclenchent surtout. Il n'y a pas beaucoup de professionnels qui gèrent ça. Moi, je prenais ça en compte. Par la partie compétences de la psychologie canine, ça allait relativement facile. J'ai développé des techniques, des protocoles vachement efficaces. Ensuite, j'ai formé des mecs. Maintenant, j'en ai une quinzaine qui bossent en France pour ma boîte et qui gèrent des chiens, tu vois. Donc, chef d'entreprise et j'ai des mecs qui bossent. Et j'ai commencé, c'est pour la partie aussi gagne-pain, parce qu'en France, faire de l'opérationnel, ça te nourrit pas, tu vois, dans le civil. Donc c'est pour le gagne-pain, parce que je kiffe ça, mais l'opérationnel, c'est ce que je kiffe. Donc là, maintenant que la partie civile, ça marche bien, ça déroule, la boîte elle tourne, les gens ils sont contents, tout se passe bien, je redéveloppe la partie opérationnelle. Donc je t'ai sollicité en France par des unités intéressantes, donc je vais faire un tour à la BRI à Paris. Là, j'ai un régiment de la Légion qui m'a contacté aussi, qui sont bien fait emmerder, en fait. Ils disaient, les mecs étaient motivés, c'était cool, les mecs avec qui j'ai discuté. Le chef de chenil, qui était chaud pour que je vienne, qu'on bosse du drone, du laser. J'ai dit, écoute les gars, moi je suis une entreprise privée, normalement ça se paye tout ça, mais je vous demanderai en fait, j'arrive, et même c'est de ma poche parce que je perds du temps et je perds Oui, clairement, tu prends une journée, la journée tu pourrais la faire payer à côté et c'est clair. Je viens juste parce que je veux développer les compétences des mecs, tu vois, des forces françaises. Et ils avaient eu qui a demandé l'autorisation à la cellule Sino. Et non, c'est lui. Ah non, tu vois. On sait qu'il est bon, mais non, on veut pas, tu vois. Ouais. Voilà. J'ai eu les mêmes soucis. Moi, j'ai des régiments qui m'ont contacté pour venir faire des journées, tout ça, des chefs de corps qui étaient super et tout, mais le CIRPA a bloqué à chaque fois. La marine qui m'a contacté pour faire des vidéos. Là, j'ai dit, j'aimerais d'abord faire une vidéo avec l'armée. Après, on fait ça. Et du coup, l'armée, en fait, ils continuent de bloquer. Enfin, c'est au niveau. En fait, il y a plein d'unités qui sont chauds et là-haut, ça bloque. Ouais, donc c'est un peu dommage. Et bon. Parce que tu as aussi le malheur un jour de dire la vérité sur l'armée, ton ressenti, sur ton parcours, tu vois. En fait, j'ai fait une vidéo pourquoi j'ai quitté l'armée. Ouais. La vidéo elle a fait 100 000 vues, elle a tourné partout et en fait dans la vidéo j'ai juste été honnête, j'ai juste dit moi ce qui m'avait dégoûté de l'armée, poussé à partir, parce que pour un officier partir au bout de 5 ans c'est pas normal. Ouais. Mais par contre j'ai aussi dit ce qui m'avait plu dans l'armée. Moi je veux faire des vidéos honnêtes, je veux dire les choses telles qu'elles sont, j'ai pas envie de mentir. Mais dans tous les cas, ça je le rappelle pour tous ceux qui nous regardent, tous les jeunes qui veulent rentrer dans l'armée. Là avec Daniel on parle de choses qui nous ont un petit peu déçus de l'armée. Faut comprendre que c'est des parcours, que dans l'armée il y a plein de possibilités et que malheureusement moi ce que j'entends beaucoup qui fait partir de l'armée à un moment donné c'est les chefs. Quand t'as un mauvais chef, comme t'es bloqué, tu finis par partir. Mais faut se dire dans le civil si t'as un mauvais chef, tu travailles chez McDo, tu bosses chez McDo, ton patron il est là à t'insulter tout le temps, tu pars, tu vas travailler dans un autre McDo. Mais le problème de l'armée c'est que tu peux pas. T'as un mauvais chef, t'es bloqué avec lui. Et tu peux être bloqué avec lui pendant 3 ans. Donc Daniel a eu des mauvaises expériences. Il a réussi à bouger. Moi, dans mon cas, en fait, j'ai eu 3 ans des chefs avec lesquels ça passait pas du tout. Forcément, à un moment donné, l'envie n'est plus là. Et l'envie, au bout des 3 ans, compliqué de rester. Donc ça, c'est des parcours. Mais toi, après, t'as pu trouver ta voie. T'as pu, derrière, aujourd'hui, faire quelque chose qui te plaît. Et dans l'armée, t'as quand même pu avoir de belles expériences et retrouver des choses qui te passionnaient avec le combat et après avec le côté cynophile, des choses que t'étais pas venu chercher à la base. Ouais, c'est ça. Et t'as quand même eu un parcours sympa. Au final, ouais. Et maintenant, ça me permet de faire mon job, de faire les trucs que je kiffe. Là, maintenant, développer la partie opérationnelle. Je pars en Europe de l'Est dans pas longtemps, donc former des gens là-bas. Militaire ou civil? Les deux. Les deux? Du professionnel. Okay. Après, là-bas, c'est un peu plus la frontière, un peu plus. Ouais, des mercenaires. C'est ça, c'est un peu plus flex ici, tu vois. Pas forcément des mercenariats, mais ouais. Donc voilà, et j'ai plein de contacts, plein d'unités différentes. Mais c'est trop bien. En incluant les États-Unis aussi, des gens qui commencent à contacter de là-bas. Donc des trucs intéressants à faire. Donc ouais, ça forcément que je dois aussi une partie à l'armée, tu vois. C'est mon parcours qui a fait que j'ai pu aujourd'hui développer ça. Mais ouais, et oui, ta vidéo, je l'avais vue, j'avais bien kiffé. Je suis enfin à m'y connaître, tu vois. Enfin un mec qui dit les choses. Puis c'était hyper carré, c'était
c'était top. Mais ouais, quand tu fais ce genre de truc, j'ai fait un truc pareil, tu vois, j'ai fait un carrousel sur Insta. Pareil, tu vois, pourquoi j'ai quitté. 100 000 vues aussi, je crois. Et mais tu te prends des porcs dans la gueule après, c'est fermé. Alors que t'as juste été honnête, en fait, tu dis, bah ouais, ça m'a pas plu parce que ça. Je l'explique factuellement. Et bah non, ça plaît pas. Mais j'ai l'impression que l'armée, en tout cas, elle change un peu sa façon d'être et de faire en ce moment là. Ça évolue, ils sont forcés. En même temps, là, il y a un reportage qui est sorti il y a peu de temps. Chaque année, ils ont entre 2 et 3 000 désertions. Enfin, en fait, les chiffres, les statistiques montrent qu'il y a un problème. Donc forcément, à un moment donné, c'est pas un témoignage d'une personne qui change quelque chose, mais c'est les statistiques à un moment donné qui sont tellement pas bonnes, qui montrent qu'il faut que ça évolue. Mais encore une fois, allez dans l'armée si vous avez envie d'aller dans l'armée. Ouais. J'ai pas envie, moi, de rester sur l'aspect plutôt négatif, mais c'est des choses qui, malheureusement, se produisent, qui peuvent arriver, mais ça évolue. C'est de plus en plus flexible. Et là, ils sont en train de revoir les parcours de recrutement, justement pour donner plus de flexibilité sur une carrière et pas bloquer les personnes dans ce sera ta carrière toute ta vie, tu seras bloqué là-dedans. Ouais. Parce que moi, avant de partir, ça, je le rappelle aussi souvent, hein, quand on me dit, bah, t'es parti, t'aurais pu rester, je dis, bah, moi, j'ai demandé à basculer dans le sport, à basculer dans la communication. On m'a dit, ça c'est rien, c'est carrière comme ça, et il n'y a pas d'autre choix. Bah, je dis, bon, bah, moi je pars, hein, voilà. Et ça, c'est malheureux, mais toi, au moins, en tant que militaire du rang, et pour un sous-officier aussi, il y a un peu plus de flexibilité quand même. Donc ça, c'est un avantage aussi. Mais par contre, niveau solde, faut l'avoir en tête, c'est moins intéressant. Ouais, ça c'est clair. Bon, après, tu arrives à compenser avec diverses primes, tu arrives toujours à gérer un peu, mais oui. La solde reste quand même moins intéressante, c'est sûr. Mais après, t'as moins de responsabilités, t'es plus tranquille, tu auras plus d'activités de terrain aussi par rapport à un officier, par exemple. Il faut savoir ce que tu veux faire. C'est ça, il n'y a pas de bon choix, c'est un choix qui correspond à une personne, à une personnalité, à ce qu'on recherche. C'est ça. Après, concrètement, oui, moi, il y a beaucoup de négatifs sur la fin de l'armée, mais en fait, avant la coupure, c'était que du positif, tu vois. J'ai kiffé mes années, j'ai kiffé l'ambiance, j'ai tout kiffé, tu vois. Ouais, c'est en 2 ans, tu t'es pris la foudre de choses qui allaient pas. Un truc qui arrive. Comme la police, à un moment donné, en fait, le cerveau s'éteint. Enfin, c'est bon, les gars, ça suffit, tu vois. C'est pas ce que j'attends, tu vois. Donc, terminé, je me casse. Mais malgré tout, si c'était à refaire, je le ferais, tu vois. Genre, l'armée, tout pareil, tu vois. Ça amène beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Ça te fait bouger un peu, tu vois. Ça te sort un peu de ton confort. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a une grosse plus-value pour tout le monde à passer par là. Après, si l'armée améliore encore leur façon de fonctionner, c'est que bon, ils vont arrêter d'avoir 2000 désertions par an, quoi. Clairement, je l'espère. Ouais. En tout cas, c'est un super parcours que tu as eu, c'est une super expérience. On a fait un beau tour sur tes différents métiers, sur ce que tu as fait. Un beau tour après sur la partie maître chien. Donc sur la partie maître chien, allez voir tout ce que fait Daniel sur Instagram. Vous avez son Instagram en description. Donc Werewolf. Vous pouvez regarder ça. Il y a vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu pour tous les passionnés de chiens. Est-ce que tu as un dernier conseil à ajouter pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, pour rentrer dans l'armée ou autre, faire leur choix sur ton parcours, sur quelque chose que tu voudrais ajouter qu'il faut retenir? J'ai tout parti par les parties sino, tu vois, parce que c'est vraiment mon domaine, surtout là en ce moment. Un conseil, choisissez l'armée de l'air. Non, c'est pas vrai. Peu importe où vous voulez aller, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine. N'attendez pas de l'armée qu'ils vous forment et ils vous donnent les connaissances et les compétences. Et je pense que ça peut être dans tout. Sur la partie sport, par exemple, où t'arrives et c'est pas l'armée qui va te former à devenir une machine de guerre. Tu vois, tu te prépares en amont, quoi. Mais sur la partie chien, renseignez-vous avant pour pas qu'on vous mette des idées en tête et qu'on vous mette avec des limites gauche et droite et vous soyez plus capable de sortir pour progresser. Prenez en amont, renseignez-vous, bossez, cherchez et après quand vous y allez. En fait, tout va glisser tout seul et vous allez voir que leurs techniques, certains, pas tous, hein, les anciens, ça commence à dégager, des techniques archaïques qui n'ont pas lieu d'être et vous allez les dégager, vous allez mettre votre truc en place, vous allez cartonner et faire des trucs de malade. Mais en fait, c'est comme pour tout, et je reviens sur la partie sport, en fait, quand tu arrives, quand tu as un objectif précis, comme pour l'occurrence maître chien, là, par exemple, tu arrives pas à la fleur au fusil et tiens, je vais voir ce que c'est un chien, tu vois, c'est où la queue, c'est où la tête, je sais pas, tu vois. C'est en amont déjà, je me renseigne, je prends des rances, je bosse et quand j'arrive déjà, j'ai un premier vernis. Comme pour la partie sport, c'est pas à l'armée que j'arrive et c'est l'armée qui va faire de moi une machine et m'apprendre à faire des tractions. Tu vois. T'arrives, t'as quand même un minimum à faire avant, quoi. Voilà. Carrément. Super conseil. Et justement pour la partie sport, pour tous ceux qui veulent s'entraîner, se préparer à fond avant, vous avez les programmes directement dans la description. Et pour toute la partie sino, pour les futurs maîtres chiens de l'armée, vous avez le Instagram de Daniel. Merci beaucoup Daniel pour cet épisode. Abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez l'épisode et partagez vos avis en commentaire. Et si vous avez des questions sur la partie sino, vous pouvez aussi les laisser en commentaire. Et après, il faut mentionner Daniel pour lui dire de venir répondre ou sinon aller lui poser sur Instagram. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Force!